Bienvenue, mesdames et messieurs, au match numéro 4 de la série entre les Canadiens et les Nordiques de 1993. Les Nordiques avaient gagné les 2 premiers matchs à Québec. Les Canadiens étaient revenus dans la série avec une victoire à Montréal en prolongation dans le match numéro 3. Andy Van Elleman est l'officiel pour le match numéro 4. Et on veut retourner dans le temps, mesdames et messieurs. C'est que lors des périodes d'échauffement dans les matchs 1 et 2, Ron Hextall, lors des matchs présentés à Québec, il avait un rituel. Il devait toucher le point central de la patinoire avec son patin. C'était un homme superstitieux, il le faisait. Mais là, les Canadiens ont voulu entrer dans la tête d'Hextall. Mario Roberge, durant la période d'échauffement, avant le match numéro 3, a empêché Hextall de procéder à son rituel habituel. Et on dit que la série, à ce moment, a changé et qu'on est entré dans la tête de Ron Hextall. Oui, ce qu'il faut mentionner, c'est que Roberge ne devait pas être de la période d'échauffement. Jacques Demers l'a inséré dans la formation. Justement, sa tâche principale, c'était de s'occuper du cercle de mise en jeu. Et le but de tout ça, bien entendu, c'est de tenter de jouer dans la tête du gardien Ron Hextall, qui avait été très bon lors des 2 premiers matchs de cette série. Est-ce que ça a fonctionné? Il a connu une bonne performance dans le match numéro 3, mais c'est à long terme, je crois, qu'on est parvenu à gagner mentalement cette bataille de la part des joueurs du Canadien. Alors, on vous souhaite un bon match numéro 4, mesdames et messieurs. Félix Séguin avec Patrick Lalime. Nous sommes très heureux de vous accompagner dans vos souvenirs. Alors, les Canadiens qui tentent de récupérer la rondelle dans le territoire des Nordiques, aussitôt, ce sera Curtis Leschyshyn qui va remettre du côté de Mike Hoff. Hoff tente une remise, la rondelle qui va glisser derrière Patrick Roy. Il va laisser pour Lyle Odelein. Les Canadiens, pour ce match numéro 4, n'avaient procédé à aucun changement, mais les Nordiques avaient procédé à plusieurs changements importants. Gusarov avait laissé sa place pour Carey Hoffman. Owen Nolan ne jouait pas le match numéro 4, il était blessé. C'est Scott Pearson qui était inséré dans la formation. Et le dur à cuire, Chris Simon ne jouait pas. C'est Dave Carpa qui était là. Alors Demers qui misait sur la même formation que lors du match numéro 3. Oui, bien, c'est pas surprenant. Tu gagnes un match émotif pour le Canadien à la maison en prolongation. On y va avec la même recette. Les joueurs du Canadien. La différence, c'est qu'après avoir remporté un match, eh bien là, c'est une série. Et c'est important de le faire pour le Canadien, de gagner à la maison. Tant que tu ne perds pas à la maison, tu ne perds pas d'une série de hockey. Et c'est ce que le Canadien a démontré lors du match numéro 3. Alors, on vous rappelle que dans le match numéro 3, c'est Vincent Danfous qui avait joué les héros en marquant le but gagnant lors de la première période de prolongation. Et ça se voulait la première de 10 victoires de suite en prolongation pour les Canadiens cette année-là. Alors, c'est Lebeau qui a mené l'attaque, puis il a perdu la rondelle et les Nordiques vont se diriger en territoire des Canadiens. Kaminski, le tir arrêt de Roy, et Roy qui a été intraitable. C'est bien positionné devant son filet pour bloquer la dernière menace. Oui, Patrick Roy qui a gagné en confiance. On l'a vu lors du dernier match. Il a été excellent, repoussant 34 des 35 rondelles dirigées en cette direction. Et bien là, dès les premiers instants, quelques bonnes chances de marquer de la part des Nordiques. Et encore une fois, Patrick Roy semble calme, en contrôle dans son demi-cercle. On a Kaminski qui s'amène avec beaucoup de rapidité. Et pour un défenseur, si tu peux garder le joueur à l'extérieur, limiter l'angle de tir, ça facilite grandement le travail, la tâche du gardien de but. Vous avez vu Roy avec son positionnement bien placé, bien positionné, mobilise cette rondelle. Mais les arrêts qu'il a réalisés, Patrick Roy, dans le match numéro 3, notamment celui face à Scott Young et l'autre face à Andrei Kovalenko, des arrêts importants et des arrêts qui ont marqué l'imaginaire dans la présentation de cette série en 1993. Et c'est le moment où il a réalisé ses arrêts, alors que le Canadien tirait derrière 1-0 et par la suite à une égalité de 1-1 à troisième période. Alors c'est 2 moments déterminants dans la suite des choses. Hextall va lancer en direction d'Andrei Kovalenko. John Leclerc était là, voulait soutirer la rondelle à son rival, n'a pu le faire. Descente de Martin Ruzinski. Ruzinski attendu par Kevin Haller. La rondelle qui est lancée dans les airs. La rondelle qui va revenir sur la glace à la suite de l'intervention de Kovalenko. Steven Finn le tire de loin, la rondelle qui rate la cible. Et on va conserver en territoire montréalais. Du moins, c'est l'intention de la part des joueurs des Nordiques. Joe Sakic contré par Carbonneau. Carbonneau est tombé. Et la rondelle va quitter le territoire des Canadiens. On va siffler. C'est un dégagement qui est refusé. Et là, j'ai beaucoup de respect pour Patrick Roy, pour ce qu'il accomplit sur la patinoire, mais également dans son attitude, dans sa façon de faire. Et souvenez-vous, avant le match numéro 3, il avait dit, là, on donne beaucoup trop de respect aux Nordiques de Québec. Il dit, on est en train de créer un monstre et on doit être en mesure de jouer notre match de hockey sans respecter trop l'adversaire. Et c'est des propos, des fois, qui peuvent faire réagir de l'autre côté, mais c'est également une façon de s'ajouter de la pression. Et c'est là où Patrick Roy, au fil des ans, il a démontré qu'à chaque fois qu'il y va d'une remarque, d'un propos, il est en mesure de répondre sur la patinoire avec des performances qui vont appuyer
Et ce qu'il a mentionné à la conférence de presse, c'est exactement ce qu'il a fait. Et ils sont très peu nombreux, les athlètes, tous sports confondus, qui pouvaient justement carburer à cette pression-là. Certains vont s'effondrer, mais Patrick Roy, lui, avait besoin de ça pour se motiver et pour livrer des performances qui faisaient de lui l'athlète dominant de la rencontre en soi. Ben, c'est pour ça que c'est un des grands de l'histoire de la Ligue nationale. Les matchs importants, il est en mesure d'élever son jeu d'un cran, de les remporter, de connaître de très bonnes performances. Alors, Odeline reçoit la rondelle de Patrick Roy. Odeline envoie la rondelle devant. Et ce sera Carbonneau. Il entre par le centre. Dion, et on entend le sifflet. Alors, on a devancé le porteur du disque. J'ai dit Carbonneau, c'était Jesse Bélanger. Alors, on doit s'arrêter. Gilbert Dion, un attaquant fougueux. Et son frère, Marcel Dion. Ouais. Carrière légendaire, plus de 700 buts dans la Ligue nationale de hockey. Aucune Coupe Stanley, aucune finale de la Coupe Stanley. Et son frère, Gilbert, bref passage dans la Ligue nationale de hockey. Et il a gagné la Coupe Stanley, ce que n'avait pas fait son frère. Oui, écoute, c'est d'être à la bonne place au bon moment. Il a joué un rôle important, Gilbert, au sein de cette formation du Canadien, dans cette conquête de la Coupe Stanley. Un rôle un peu plus diminué, mais c'est un joueur qui a marqué, qui a fait sentir sa présence. Son trio a connu beaucoup de succès dans ces séries de 93. Là, c'est Roy qui va remettre la rondelle derrière. Le disque intercepté. On va revenir derrière le filet des Canadiens. Valérie Kamienski, Craig Wolanin qui a la rondelle. Le défenseur profondément en territoire des Canadiens. Wolanin va laisser la rondelle derrière. La passe est devant et Richie qui a été menotté, neutralisé par Éric Desjardins qui a été excellent là, sur la séquence de par son travail dans l'enclave. Le dégagement, les Nordiques qui retournent les Canadiens dans leur zone. Desjardins, cette passe du côté droit. La remise en direction de Brian Bellows. Bellows qui finalement, voilà, le jeu va s'arrêter. Et nous, on va à la pause publicitaire. Vous regardez le match numéro 4 entre les Canadiens et les Nordiques. Nous sommes de retour au Forum de Montréal. On va reprendre en territoire des Canadiens. C'était l'habitude à l'époque de reprendre une mise en jeu de la sorte entre la ligne bleue et le point de mise en jeu. Explique-nous, Patrick. Oui, écoute, c'est des places où on pouvait remettre la rondelle en jeu. Il y a eu une passe de 2 lignes. La ligne rouge, bien entendu, qui à ce moment-là était importante pour les passes de 2 lignes. Et la passe était tout juste à l'intérieur du territoire du Canadien. C'est pour ça qu'on y allait d'une mise en jeu dans ce positionnement. Par la suite, vous avez vu, lors des dernières saisons, on a simplifié, on a décidé d'y aller vraiment sur les cercles de mise en jeu pour faciliter le jeu des officiels également. Et je pense qu'on a fait quelques ajustements depuis ces temps-là, et je pense que ça a amélioré grandement le spectacle également. Bien, également, ce qui a changé depuis 1993, évidemment, c'est normal, c'est dans tous les sports, c'est la vitesse du jeu. Les joueurs de nos jours sont beaucoup plus rapides et on n'enlève absolument rien aux joueurs de l'époque. Il y avait des joueurs très, très rapides, mais au niveau de l'exécution, de la réaction, vous le voyez, et un élément qui empêchait peut-être une plus grande vitesse à l'époque, c'était l'accrochage. Hein? On était beaucoup plus permissif. En fait, les règlements le permettaient à l'époque. Non, vraiment, il fallait que ce soit évident pour qu'on donne une pénalité à l'adversaire. C'est vraiment une situation qui a changé et qui a amélioré le hockey. Les petits joueurs peuvent se démarquer avec leur rapidité maintenant. Auparavant, on y allait pour des joueurs costauds parce qu'ils devaient combattre justement avec cet élément match après match de robustesse, d'accrochage. Mais maintenant, le spectacle est ouvert à tous. À l'époque, les Canadiens repêchaient des défenseurs et de gros attaquants de l'Ouest canadien. On peut penser à Turner Stevenson, Brent Bilodeau également. Alors, c'était la tendance un peu partout dans la Ligue nationale, pas seulement chez le Canadien. On va repêcher des joueurs robustes avec des gabarits quand même imposants. Maintenant, c'est Duchesne qui va entrer dans le territoire des Canadiens. Il va perdre la rondelle et c'est Gilbert Dion qui va en profiter. Dion, il est frappé. Il y aura pénalité. Stephen Finn pour son geste aux dépens de Gilbert Dion. Et ce sera un premier avantage numérique dans le match numéro 4. Avantage numérique qui va appartenir aux Canadiens. Un petit peu trop d'agressivité dans le jeu de Stephen Finn. L'intention était bonne. Alors que Dion se met à la ligne rouge, le but premier, c'est vraiment de limiter l'adversaire qui pousse une rondelle en fond de territoire. Tout simplement, c'est que Finn a levé le coude directement devant Andy Van Elleman. Regardez bien, ça s'amène juste ici, directement au visage de Gilbert Dion. La porte pour l'avantage numérique du Canadien. Stephen Finn qui était reconnu pour sa robustesse. Il a quelques saisons de 200 minutes de pénalité ou plus au cours de sa carrière. C'est un défenseur très fiable, honnête, dédié, puis qui aimait déranger l'adversaire à sa façon. Et là, Stephen Finn a simplement franchi la limite. Il faut faire attention parce que plusieurs des joueurs qui évoluent dans le match sont nos collègues ou sont nos confrères. Alors on les retrouve de façon régulière dans nos journées de travail.
Alors, les Canadiens qui s'échangent la rondelle, du moins c'était l'intention de la part de Kurt Muller. Danfus qui va remettre la rondelle derrière, de retour à Desjardins, le tir de loin, arrêt. Alors, Ekstall a bien vu cette rondelle qui semblait flotter là, en direction du gardien des Nordiques. Beaucoup de mouvements sur cette rondelle. Le gardien Ekstall, qui est un grand gardien, qui bénéficie justement de demeurer debout quand la rondelle bouge au point d'appui, parce qu'il est grand, il peut voir tout ce qui se passe devant lui et réagir en sorte. Alors, les Canadiens toujours en avantage numérique. Le tir de loin, la rondelle qui va revenir, ce sera Danfus, il va passer pour Bellows. Bellows la passe au point d'appui. Desjardins le tire, l'arrêt, la rondelle est libre. Et Mike Ritchie qui veut dégager, ne peut le faire. Le tir de loin, il y a contact sur le gardien. Danfus qui a renversé Ekstall. Le gardien se relève. Muller. Danfus, ce sera Bellows finalement. La passe au point d'appui. Voici Desjardins va rater sa passe. Intervient. Remet de l'autre côté, on conserve. Le tir de loin, arrêt, le retour. Et compte! Vincent Danfus en avantage numérique. Les Canadiens marquent le premier but de ce match numéro 4. Et au moins à deux occasions, les Nordiques avaient l'opportunité de dégager ce territoire, ce qu'on n'est pas en mesure de faire. Donnons le crédit au point d'appui. Tu as Kevin Haller, tu as Éric Desjardins qui ont fait d'excellent travail pour garder ces rondelles en zone offensive. Et par la suite, comme ça a été souvent le cas dans cette série, c'est un retour de lancer qui va venir à bout de Ron Ekstall. Un simple tir sur le filet. Et regardez la réaction d'Ekstall. Et par la suite, c'est un gardien de but qui demeure debout pour le retour de lancer. Et c'est là où Danfus va en bénéficier vraiment. Un retour sur la patinoire, un simple tir à ras la glace qui va venir à bout du gardien de but Ron Ekstall. Alors Vincent Danfus qui avait été le meilleur pointeur des Canadiens en saison régulière, 97 points lors de la saison 92-93. C'est son deuxième but de la série. Il a les deux derniers buts des Canadiens. Il avait marqué le but gagnant en prolongation dans le match numéro 3. Le voilà avec le premier but du match dans le match numéro 4. Danfus a été tellement important pour les Canadiens dans les années qui ont suivi également. Il est devenu le capitaine de cette formation avant d'être échangé aux Sharks de San Jose. Alors, Danfus a été un attaquant offensif là. Et les Canadiens ont su vraiment profiter de ses grandes qualités offensives au fil des ans. Et tu en as fait mention lors d'un match précédent. Et Danfus, c'est un joueur qui travaille. C'est un travaillant avec du talent. Et il n'a pas peur du jeu robuste, va être dans les zones critiques. Alors ça faisait de lui un joueur qui était pratiquement complet pour un joueur offensif. La rondelle dans le coin pour Benoît Brunet. Brunet qui veut ressortir du coin. Il est derrière le filet. Brunet, voulait surprendre Ekstall. Quel travail de la part de Brunet qui n'a jamais abandonné. Il est venu bien près de surprendre la défense des Nordiques. Et là, on entend le sifflet. Et justement, il y a eu une passe sur deux lignes. Alors, c'est pour cette raison que le jeu s'est arrêté. L'importance pour le Canadien de continuer sur une bonne lancée. J'ai hâte de voir la réaction. Autant dans le match numéro 1, quand les Nordiques étaient revenus derrière, ils avaient gagné en prolongation. On a vu le résultat dans le match numéro 2 par la suite. Les Nordiques avaient le rythme, avaient le momentum. Là, le Canadien a remis un petit peu la politesse. On a gagné le match en prolongation à la maison. Défaite crève-cœur pour les Nordiques. Et là, est-ce que le Canadien va continuer de bénéficier de ce momentum, d'avoir le rythme de leur côté? Desjardins, prudemment, lance plus loin. Et Joe Sakic se dirige dans le coin de la patinoire. Tentait la passe pour Matt Sundin. Le tir de Carbonneau, un tir faible et la rondelle qui rate. Valérie Kaminski s'assure de sortir la rondelle, ça a été fait. Matt Sundin, attendu par Leclerc. Leclerc qui a été excellent en repli défensif. Une rondelle qui touche au patin de Steve Duchesne. Duchesne a été frappé par Leclerc. Leclerc qui travaille très bien là. Il envoie pour Savard. Savard entre derrière à Leclerc. Pour Savard. Savard qui contrôle la rondelle. Savard à s'avancer. Le tir, arrêt, le retour. Et Carbonneau qui rate toute une occasion. Tout ça à la suite de l'excellent travail de Denis Savard. Kaminski entre dans la zone. Brisebois de reculons. Le tir haut. La rondelle dévie. Il se retrouve le long de la rampe. Il y a quelques bons coups d'épaule. Il y a des joueurs qui sont tombés. 3 contre 2 pour Montréal. Desjardins, le tir, la rondelle qui dévie, passe par-dessus Ekstall. Danfus envoie la rondelle derrière, ce sera Curtis Leschyshyn. Leschyshyn envoie la rondelle devant. Claude Lapointe va attaquer. Lapointe apporte la rondelle en territoire offensif, mais perd aussitôt. Et Lebeau va mener la charge du côté des Canadiens. Envoie à droite. Danfus reçoit. À Keane. Le tir, la rondelle est bloquée en défense. Excellent jeu de la part de Foot. Et là, les Canadiens dominent les premiers instants de ce match. Danfus, courte remise, intervention de Ekstall. Danfus de retour vers la rondelle. Danfus toujours. La passe, c'était pour Lebeau, c'est raté. Et Lapointe qui vient saisir. Et le Québécois envoie la rondelle directement dans le dos de Cavallini. Ben là, les Canadiens, les attaques répétées se multiplient.
Oui, et c'est dans la simplicité. On est entrée de zone, on est prévisible de la part des Canadiens, mais on a des chances de marquer en amenant les rondelles au filet. Oui, et les joueurs vont chercher la rondelle. On le voit avec Leclerc, on l'a fait avec Danfous également. Puis la foule qui est derrière les Canadiens. Et un tir de Danfous. Oui, au retour, c'est raté. Quelle première période pour Vincent Danfous. Il est de loin le meilleur joueur des Canadiens jusqu'ici. Et une des forces de Vincent Danfous, c'est qu'il ne semble pas patiner vite, mais on appelle ça, c'est décevant dans sa façon de faire, mais tellement intelligent. La fraction de seconde où il contrôle la rondelle. Et pour un gardien de but, il y a beaucoup d'indécisions. Quand tu vois arriver Vincent Danfous, tu n'es jamais certain où il va s'en aller, ce qu'il va lancer, ce qu'il va faire une passe. Il contrôle la rondelle, mais lui, dans sa tête, le plan est déjà bien établi. Et c'est là que ça en devient une menace et un avantage pour Vincent Danfous si tu lui donnes du temps et de l'espace. Et moi, j'ai un souhait pour Vincent Danfous. Il a 1205 points en 1378 parties. J'espère qu'un jour, il y aura une place pour lui au temple de la renommée du hockey. On a fait place au fil des ans à des joueurs qui avaient peut-être moins de points que lui en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Alors, c'est un souhait. C'est bien personnel de voir un jour Vincent Danfous au temple de la renommée. Oui, d'accord avec toi. Moi aussi, je crois qu'il a sa place, qu'il la mérite. Pendant qu'on l'aperçoit. Ouais, c'est un lancer un petit peu qui a reçu sur un épaule. Pas beaucoup de protection, surtout dans ces années-là. Vraiment, le haut du corps était vulnérable pour un gardien de but. On a vu Roy qui a réagi sur la situation. Mais en effet, Vincent Danfous mérite pleinement sa place entre la renommée. Il a gagné une Coupe Stanley. Les points, tu viens de le mentionner. C'est un joueur qui a fait sa marque. C'est un joueur qui est important partout où il a passé. Il a été un joueur d'impact pour la formation. Alors, on va reprendre à la droite de Ron Hextall. Les Canadiens en avancent 1-0 dans ce match numéro 4. Kirk Muller va faire face à Mike Ritchie. Les Nordiques qui vont tenter de calmer la tempête là. Et là, Muller réagit bien le tir et Hextall qui doit s'illustrer sur ce bel effort individuel de Muller qui a surpris Ritchie en poussant la rondelle plutôt que de la remettre derrière. Bien, là, depuis le début du match, c'est vraiment question de volonté. Et là, tu vois que le Canadien est engagé, le Canadien est impliqué. Ça, c'est des situations de hockey 101. Sur une mise en jeu, tu ne laisses pas aller ton joueur. Et Kirk Muller, vraiment, qui bat Ritchie de belle façon. Mais c'est l'histoire de la première période. Les rondelles récupérées, des rondelles au filet. La volonté du Canadien d'être engagé, d'amener des rondelles au filet. C'est ce qu'on voit depuis le début du match. Alors là, on va s'arrêter. Est-ce qu'il y a un temps d'arrêt qui a été demandé? Parce que là, les Canadiens, tout fonctionne à merveille pour la troupe de Jacques Demers. Ouais, et ça, tu ne changes pas la recette. Le Canadien, vraiment, là, je te parlais de la simplicité. Rondelle en fond de territoire, on remporte des batailles. Là, rendu là, les bagarres à 50-50, c'est celui qui a le plus de volonté, celui qui est le plus impliqué, qui la plupart du temps va gagner ses batailles. Et c'est là où le match se passe jusqu'à présent, le long des rampes, dans les zones restreintes. C'est là où le Canadien a vraiment l'avantage sur les Nordiques. Et je comprends Pierre Pagé, justement, d'aller d'un temps d'arrêt, de replacer un petit peu la donne du côté des Nordiques, parce qu'on n'est pas dans le coup du tout jusqu'à présent. Non, et ça donne un répit également à Ron Hextall. Ouais. Hextall qui multiplie les arrêts, qui permet à son équipe de demeurer dans le match, alors que Patrick Roy, lui, un début de match plutôt tranquille, va sûrement le prendre, de voir son attaque lui donner un certain répit, parce que l'attaque a été un problème pour les Canadiens, là, jusqu'à quelque part dans le match numéro 3. Ouais, il n'y a pas d'attaque du côté des Canadiens. On a marqué seulement 2 buts dans le match 3 également. C'est ça, tu as raison. Alors Leclerc qui perd l'équilibre. Et Leclerc qui va se diriger vers le porteur du disque, Mike Ritchie, bousculé par Leclerc. Et Scott Young passe devant. La pointe attendue, bousculée par Ramage. Rondelle derrière le filet. Il y a eu contact, mise en échec de Muller, solide coup d'épaule au départ de Scott Young. Adam Foote ensuite. Foote pour Young. Young à Ritchie. Ritchie travaille le long de la rampe. On va laisser derrière pour Young. Pas beaucoup d'espace là défensivement. On joue bien du côté de Montréal. Young qui va contourner le filet. Peut obtenir un tir au but. Va le faire. Oh, il compte! Scott Young. 4e en 4 matchs déjà pour le numéro 48 des Nordiques depuis le début de cette série. Mais là, est-ce qu'on peut saluer le travail de Pierre Pagé? Écoutez, temps d'arrêt, on voit la réaction des Nordiques quelques secondes plus tard, vraiment qui inscrivent un but qui a surpris tout le monde, dont le gardien Patrick Roy, vraiment en se retournant, un simple tir dirigé vers le filet et il y a de la circulation. Il
Il y a des joueurs qui sont devant Patrick Roy et je crois à la dernière seconde, alors qu'il va voir la rondelle passer entre les deux jambes de son défenseur Kevin Haller, eh bien c'est là qu'il va se faire jouer le tour. Et tu as toujours cet effet de profondeur que dans ce cas-ci, tu vois le joueur, mais la rondelle, des fois, avec le joueur devant toi, très difficile à voir parce que je suis convaincu que si Roy voit cette rondelle, il l'arrête sans problème. Mais Young était le joueur par excellence des Nordiques. Là, vraiment, tout fonctionnait à merveille pour lui. C'est lui qui avait marqué le but gagnant en prolongation dans le match numéro 1. Alors, Scott Young qui permet aux Nordiques de créer l'égalité avec un but à 9 minutes 25 secondes. Et sur le but, également, important de préciser, et vous l'avez vu à l'écran, Kevin Haller a été chassé pour un double échec. Alors, non seulement les Nordiques créent l'égalité, mais peuvent prendre les devants avec cet avantage numérique. Ouais, c'est assez sévère comme double échec. Alors, c'est Sakic qui reçoit, remet la rondelle à Kovalenko. La remise au point d'appui, le retour à Sakic. Sakic, la passe dans le coin, la rondelle va échapper, puis récupérée par les Nordiques. Le disque est libre. Et Jean-Jacques Daigneault qui va dégager, retourner la rondelle chez les Nordiques. Et on doit vous rappeler qu'Owen Nolan n'est pas de la formation pour les Nordiques pour ce match numéro 4. Un élément tellement important pour les Nordiques en avantage numérique notamment. Dégagement, Roy va intervenir et freiner la rondelle pour Daigneault. Daigneault veut dégager vers le bâton. Et un disque qui va bondir jusqu'à Duchesne. Duchesne va regrouper les siens autour de son filet. Duchesne en ligne droite, passe devant. Matt Sundin. Sundin, il va d'une frappe. 1 minute à la pénalité à Kevin Haller. Rob Ramage, un coup. Tentait de soutirer la rondelle à son rival, n'a pu le faire. Et on s'installe du côté de Québec. Duchesne, la passe, c'est reçu. Sakic, le tir, arrêt, bel arrêt de Roy, dégagement. Et un bon tir de Joe Sakic également. Oui, et c'est un lancer à donner d'un angle assez restreint. Je pense que c'est la façon, à un certain moment, tu dois donner une chance de marquer aux Nordiques. Je pense que c'est le lancer que tu veux donner. Duchesne passe à Scott Young. On lui enlève la rondelle. Excellent jeu de la part de Brunet. Brunet va remettre à son complice qui est Guy Carbonneau. Le tir raté. Young qui attend. Et Carbonneau a été ralenti. Il est tombé. Les Nordiques qui vont attaquer avec Mike Ritchie. Ritchie va laisser pour Sundin. 4 contre 2. Sundin dernière. C'est reçu. Le tir, la rondelle est bloquée. Excellent travail en défense des Canadiens. Un tir de Duchesne, la rondelle qui dévie. Et l'action qui va se poursuivre. Benoît Brunet qui saisit la rondelle. Un dégagement. Et le dégagement va coïncider avec la fin de la pénalité à Kevin Haller. Les Canadiens qui ont résisté. Ce qu'on a bien fait, c'est que quand Scott Young a reçu cette rondelle à 4 contre 2, c'est un joueur unidimensionnel. C'est un joueur qui va lancer. On a mis de la pression sur Young et il n'a pas été en mesure de compléter un jeu alors que les Nordiques avaient une belle opportunité en surnom. Lebeau s'est défait d'un rival. Lebeau entre, s'en va à gauche. Lebeau en retrait. Le tir, bel arrêt de la part de Hextall. Il a fait dévier la rondelle à sa gauche et chez les spectateurs. Scott Young vient de créer l'égalité. C'est 1-1 au Forum de Montréal. Nous sommes de retour. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous regardez le match numéro 4 de cette demi-finale de division Adams en 1993 entre les Canadiens et les Nordiques. Les Nordiques qui mènent la série 2-1. Ce sera Daigneault, va revenir. Et la rondelle passe plus près de Patrick Roy. Daigneault est frappé par Cavallini. Bonne mise en échec. Les Nordiques qui reprennent possession de la rondelle, mais le travail de Danfous fait en sorte que les Nordiques perdent le disque. Danfous qui est retenu, là d'ailleurs, les spectateurs qui protestent. On réclame une pénalité au départ de Claude Lapointe. C'est lui qui a rudoyé Danfous. Danfous qui se rend aux joueurs qui s'étaient débarrassés de la rondelle. Et comme c'était l'habitude à l'époque, le joueur doit toucher à la rondelle pour confirmer le dégagement refusé. T'as vu dans le s'encaisse une mise en échec le long de la rampe, se relève, ne se plaint pas, continue sa mission, va exercer de la pression. On se débarrasse de la rondelle du côté des Nordiques. Mise en jeu en zone offensive. Tout ça parce qu'il n'a pas répliqué, il a continué à travailler de telle façon. Sortie de territoire des Nordiques. Transporte la rondelle avec Kerry Hoffman, le numéro 2. Hoffman qui faisait partie de cette méga transaction entre les Nordiques et les Flyers, transaction impliquant Eric Lindros. Alors, un premier match pour Hoffman dans cette série. Un bon patineur. Oui, tu as joué avec lui dans la Ligue internationale? Oui, en fin de carrière, mais même en fin de carrière avec Grand Rapids en Ligue internationale, c'est un très bon défenseur. Il patinait très bien, bonne vision du jeu. La rondelle en direction d'Andrei Kovalenko. Il y a Muller qui s'avance. Tente de récupérer la rondelle. Il est bousculé par Adam Foote. Hoffman qui perd l'équilibre à la suite du contact avec Brian Bellows. Joe Sakic ensuite est derrière le filet. Là, il y a Adam Foote qui a maille à partir avec un rival. Sakic conserve. Sakic qui pousse plus loin. La rondelle à Martin Ruzinski. Ruzinski pour Kovalenko. Kovalenko
Surveillé très près par Brisebois. Kovalenko va remettre à Sakic. Sakic, la passe est complétée. On remet derrière. Finn, le tir, arrêt de Roy. Il concède le retour, mais heureusement pour lui, c'est Desjardins qui passait par là. Bellows envoie la rondelle loin devant. C'était devant le banc des Canadiens. Les Canadiens qui procèdent à des changements. Les Nordiques vont faire la même chose. Depuis ce but, on sent les Nordiques un petit peu plus engagés. Le temps d'arrêt, le fait qu'on replace le pendule du côté des Nordiques et on voit un petit peu plus d'entrain de leur part, un peu plus de travail. Kaminski derrière le filet. Kaminski la passe. Duchesne qui va fendre l'air et la rondelle quitte le territoire. Les Nordiques cherchent à revenir. Bon travail de la part de Brunet en territoire central. Il est venu contrer Mike Hoff. Brunet qui pousse un peu plus loin. Et les Nordiques qui récupèrent. On tente de créer de l'attaque là. Duchesne était attendu par qui? Par Benoît Brunet encore en territoire central. Steven Finn entre dans la zone. Il a été devancé soit par Sundin ou encore par Kaminski. Alors c'est un hors-jeu qui est signalé à la ligne bleue des Canadiens. Et pour les Canadiens, tu ne veux pas perdre le succès que tu avais en début de rencontre. Le long de la rampe, et ça, c'est la bagarre derrière le filet. Regardez de la façon dont on pouvait s'en permettre de la part de Foot, retenir Muller. Même s'il continue à bouger ses pieds, il ne peut vraiment rien faire face à Foot, qui est combatif, qui ne lâche pas. Il faisait partie du hockey à l'époque. Oui, mais tu te souviens, quand tu jouais également, je me souviendrai toujours quand tu jouais pour les Sénateurs d'Ottawa et que tu affrontais les Maple Leafs de Toronto, les règlements ont permis aux Maple Leafs de vous accrocher, vous les Sénateurs, qui étaient tellement talentueux au début des années 2000. Oui, exactement. Et on avait une équipe qui était tellement rapide, mais à chaque fois qu'on affrontait les Maple Leafs, on permettait beaucoup à ce moment et l'accrochage devant le filet, les coups de l'échec, c'était permis. Et les Leafs ont eu raison de nous, probablement. Ça l'a aidé grandement leur façon de faire, leur façon de jouer. La rondelle qui va glisser entre les deux bancs. Savard. Finalement, c'est Ritchie de retour à Lebeau. La fin de Leclerc. Leclerc qui va s'avancer. Le tir vers l'arrêt. Et là, Extall était rendu dans l'enclave pour effectuer cet arrêt. Savard est derrière le filet. Savard. Finalement, ce sera la pointe. Leclerc qui vient bousculer un rival. J'ai l'impression qu'on assiste au meilleur match de John Leclerc dans cette série-là. Ouais. On le voit très impliqué, alors qu'il était plutôt effacé dans les 3 premiers matchs. Oui, physiquement, quelques bons coups d'épaule. Un excellent lancer de sa part. D'accord avec toi. Duchesne, la passe est devant. Le disque est perdu par Joe Sakic. On va entrer dans le territoire avec Lyle Odeline. Odeline devant. Et le tir! Excellent jeu. Et la rondelle a raté à la gauche de Extall. La feinte et attention, la descente des Nordiques avec Joe Sakic. Sakic attend. La passe de l'autre côté et Scott Pearson est tombé, n'a pu faire dévier la rondelle derrière Patrick Roy. Alors un jeu orchestré par Joe Sakic. Un jeu typique de la part du capitaine des Nordiques. Bon travail de Daigneault sur le jeu. Il n'a jamais abandonné. Il a continué à patiner, lui, pour limiter les dégâts à la toute fin. Voilà, contact d'Anfous qui vient frapper Extall. Revient devant, ne peut déjouer le gardien. Et la passe est devant, personne pour lancer. La rondelle était hors de la portée de Lebeau. Mais le contact était quand même sévère de la part de Danfos sur les ports d'Extall. Oui, le seul problème, c'est que c'est Extall qui s'est placé dans cette position en sortant du demi-cercle à la dernière minute. Mais en effet, c'est un contact qui était directement à la tête du gardien. Foot, la passe, c'est reçu. Kaminski envoie pour Hoff. Et Hoff ne lancera pas. Gary Leeman, contré par Matt Sundin. Autre tentative pour les Canadiens de sortir la rondelle et c'est fait. Extall qui s'avance et laisse pour Curtis Leschyshyn. Leschyshyn doit rebrousser chemin et revenir du côté droit. La passe est devant, la rondelle qui va frapper le numéro 26, Gary Leeman. Leeman envoie pour Muller, de retour à Bellows. Bellows, le tir et la rondelle qui va rater la cible. Desjardins envoie la rondelle sur Mike Hoff. La passe jusqu'à Sundin. Brisebois contourne le filet. Tente de rejoindre un coéquipier, voilà, c'est fait. La passe pour Leeman dans les patins. Leeman qui perd la rondelle et il y a hors-jeu. Muller qui retient son geste, ne lancera pas. Nous sommes en première période. C'est l'égalité 1-1 entre les Nordiques et les Canadiens. On va revoir le coup d'Anfos aux dépens de Extall. Et tu le disais, Extall également, lui, s'était compromis d'une certaine façon. Oui, c'est lui qui s'est placé dans cette position. Et en tant qu'attaquant, pourquoi pas, si l'opportunité se présente, d'en mettre un petit peu plus que le client demande. Hein, ça fait partie des séries éliminatoires, ça fait partie d'une façon de faire. Et en bout de ligne, c'est Extall qui a cherché le trouble en se plaçant dans cette position. Oui, puis les joueurs des Canadiens tentent de le déranger. Extall tente de lui faire perdre sa concentration. Et c'était facile de faire perdre la concentration à Extall, qui était un joueur colérique qui ne se gênait pas pour se battre avec des rivaux. Alors, voilà, ça ne prenait pas grand-chose des fois pour l'allumer
lui faire perdre la carte, tout simplement. Ouais, de petits avantages mentalement que tu peux aller chercher sur l'adversaire. À chaque fois que tu peux le faire en série, c'est un petit gain. C'est bon pour ton équipe. C'est un point que tu vas chercher. Et là, Wolanin qui retourne péniblement au banc des signes. Il a été blessé. Brunet ensuite contré par Kerry Hoffman. Brunet qui connaît un autre excellent match. Il va remettre à Dion. Dion qui tombe et en tombant voulait passer vers l'enclave. Et ça n'a pas fonctionné. On cherchait à rejoindre Jesse Bélanger, le numéro 29. Attaque de Duchesne. Duchesne qui est là tout le temps. Le tir arrêt de Roy au départ de Mike Ritchie. Bien fait de la part de Duchesne qui est utilisé à profusion par Pierre Pagé. C'est le meilleur défenseur offensif de cette formation, il n'y a aucun doute. Alors on veut générer de l'attaque et le meilleur pour le faire en défensive, c'est Duchesne de la part des Nordiques. Une rondelle qui va glisser jusqu'à Patrick Roy. Patrick Roy voulait remettre pour Ramage, ce sera plutôt pour un autre coéquipier. Brunet, le long jeu pour Dion, la rondelle est interceptée. Kevin Haller, cette passe. On envoie la rondelle devant. À la ligne rouge. Une rondelle qui est rejetée jusqu'à Roy. Et Roy va remettre en jeu. Rondelle en direction de Dion. Et Dion simplement fait dévier. Et Adam Foote qui va revenir. Foote, on tourne le filet. Tout près de lui, il y a Gary Lehman. Lehman est intervenu et a empêché Foote d'aller plus loin. Et voilà, la rondelle se retrouve chez les spectateurs. On doit s'arrêter. Alors, Patrick Roy, rien de compliqué, mais il a été efficace en première période. Alors que du côté de Craig Wolanin, il est blessé et il doit quitter le match. Oui, ça semble pénible, en effet. Il semble favoriser. C'est sa jambe gauche qui semble être problématique pour le moment. Écoute, on a encore un bon duel de gardien de but. Je regardais Roy travailler à l'extérieur de son demi-cercle, à l'extérieur de son filet. Il est excellent. C'est des petits gestes, il est prévisible. Les décisions sont prises rapidement. Sorti la rondelle à quelques occasions, des passes par la suite. C'est ce qu'il doit faire. Et quand c'est ça la différence entre les deux. T'as Extall qui bouge très bien la rondelle. Lui, il va pour la longue passe, les gros jeux. Roy, simpliste. Et à la passe avec les défenseurs. Et par la suite, plus facile. Voilà, c'est Sundin donne des coups à Kirk Muller. Et Matt Sundin va être chassé. Selon Andy Vanneman, Matt Sundin a dépassé la ligne. Et l'arbitre va imposer une seule pénalité. Et c'est Sundin, le seul qui va être chassé. Et vous voyez la réaction de Pierre Pagé, ses yeux disent tout, là. Oui, mais écoute, dans ce genre de situation, fin de match, fin de période, tu ne veux pas vraiment donner l'opportunité à l'adversaire. Et surtout à ce moment, dès qu'un joueur qui répliquait, automatiquement, tu t'en allais au banc des pénalités. Ça, les joueurs le savaient déjà d'avance. Même s'il n'est pas très heureux de la situation, quand tu attires l'attention de cette façon, à un certain moment, tu vas payer pour. Ouais, c'était une mauvaise pénalité. Sundin le savait sûrement, mais on va revoir ce qui a mené à ce geste de Sundin. Dans un premier temps, il a voulu mettre en échec. En fait, il a mis en échec Kirk Muller. Ouais. Les bâtons étaient très élevés. Et c'est vraiment par la suite, là. Muller a dit quelque chose à Sundin et Sundin ne l'a pas apprécié. Oui, bien, encore une fois, c'est la bagarre mentale. Hein. C'est là que tu peux entrer dans la tête de l'adversaire. Et ton but premier, c'est vraiment d'aller chercher ce que tu viens de voir. Une pénalité pour... regardez, le petit coup de Muller ici, le petit coup au menton. Et là, whoops, on attire l'attention. Et ça, c'est mon humble avis. C'était pas grand-chose. Je suis d'accord avec toi. Je pensais que c'était beaucoup plus violent que ça. Alors, peu importe, les Canadiens sont en avantage numérique. Et on voudra marquer une deuxième fois en avantage numérique dans ce match numéro 4 pour les Canadiens. Danfous l'avait fait au début de la première période. Muller sur la ronde. Muller patient. Remet la rondelle à l'embouchure du filet. De retour à Muller, son tir arrêt. Et Extall qui va frapper la rondelle dans les airs. Laisse échine ensuite et devant le filet. Là, il y a Foote qui vient accrocher un rival. Avec 20 secondes à faire à la période. Les spectateurs ont réagi. On envoie devant. Quelle occasion ratée par Bellows. Est-ce que Extall effectue l'arrêt? Peu importe, les Canadiens n'ont pu marquer. Les Nordiques ont su bloquer la dernière menace. Wow! Bien, ça, c'est toute une chance de marquer pour les Canadiens, pour Bellows. Extall qui a dû se surpasser un petit peu auparavant. En conversation, sûrement avec le contact qu'il y a eu par la suite. Je ne sais pas si ça a frappé le poteau ou si ça a frappé Ron Extall, mais quoi qu'il en soit, la rondelle n'a pas pénétré, mais la passe, regardez la passe de Muller, alors que Foote s'est étendu tout son long sur la patinoire. Je pense qu'Extall est allé chercher cette rondelle à la première vue. On va lui donner le crédit, le bénéfice du doute. Alors, Brian Bellows, qui est un habile marqueur, et il a marqué déjà depuis le début de cette série.
Ben, cette fois, on a pu déjouer le gardien Ron Extall. Tout ça, ça se passe en avantage numérique, alors qu'il reste 14 secondes à faire à la première période. Les enjeux remportés par Mike Ritchie. Une rondelle qui est interceptée. La passe à Desjardins et la rondelle était par-dessus sa palette. Il revient sur la rampe, il est frappé. Desjardins. Une rondelle lancée de loin. Oh, et la rondelle qui va rater la cible. Et on complète la première période de cette façon, alors que Lebeau a des questions pour l'officiel. Bien, toute une fin de période pour le Canadien. Et on va chercher une pénalité. On a été menaçant jusque-là. Et c'est un peu l'image de cette série jusqu'à présent. Encore une fois, très serré. On doit se battre pour chaque pouce, chaque centimètre sur la patinoire. C'est l'égalité 1-1 après 20 minutes de jeu. Nous sommes au début de la deuxième période. Les Canadiens sont en avantage numérique à la suite de la pénalité de Matt Sundin à la fin de la première période. Sundin avait été chassé pour rudesse. Alors, les Canadiens qui ont un joueur en plus pour les prochains instants de cette rencontre. Alors, on s'installe rapidement. Le tir devant et Extall s'était avancé. La rondelle va glisser jusqu'à Brian Bellows. Bellows. Frappé. Lebeau voulait passer devant pour Danfus qui s'était isolé là, entre les défenseurs et le gardien Extall. Une rondelle. Desjardins. Et là, la passe derrière vers Kevin Haller. Haller voit le disque circuler, revenir en direction de Vincent Danfus. Danfus, plus bas, Foot qui vient encercler Lebeau. De retour à Lebeau. Lebeau, courte remise. Bellows, derrière à Desjardins. Le tir et la rondelle qui dévie. Kevin Haller ensuite. Haller vers la rondelle, le disque va lui revenir. Haller, cette passe est derrière, c'est reçu. Desjardins, le tir! Et la rondelle qui rate encore une fois. Extall était loin devant son demi-cercle. Un tir de loin. La rondelle qui va rater. Danfus qui saisit. Danfus freine. Danfus attend. Dans les derniers instants de la pénalité. Reçu. Le tir et la rondelle qui rate. Danfus se dirige vers le disque. Alors on est de retour à égalité numérique. Bellows, un tir bloqué par la pointe et un autre tir raté cette fois par Bellows. Kaminski s'avance sur le flanc gauche. Remet en retrait. Sundin. Un tir haut. Il rate à la gauche de Patrick Roy. Kirk Muller. Sakic qui travaille bien aux dépens de deux joueurs des Canadiens. Et une rondelle qui va glisser chez les Nordiques avec Steve Duchesne qui prend son temps. Son partenaire est Steven Finn. On l'envoie à Daigneault. Daigneault, remise du côté droit. Le disque est dévié par Muller. Duchesne, premier à récupérer. Envoie la rondelle sur la rampe. Disque est repoussé par Odeline. Rondelle passée par Rosinski. Il envoie Kovalenko. Kovalenko devant. Rosinski qui saisit, va s'avancer. Pas l'espace pour lancer. Il a momentanément perdu le contrôle du disque. Ce qui est venu lui nuire au niveau de sa chance de marquer. On entre du côté gauche. Muller, la passe est devant. Intervention de Extall qui va finalement immobiliser le disque. Et là, c'est Dion qui perd son casque, décide de le récupérer. Écoute, c'est encore la même situation qu'on voit de la part du Canadien. Ce qu'on veut faire face à Ron Extall, diriger des lancers au filet. Il y aura un retour, assurément. Ça a été le cas ici. Regardez, un simple petit lancer et par la suite, une rondelle dans l'enclave. Autre opportunité pour les joueurs du Canadien. Soit qu'on envoie une rondelle à ses pieds parce qu'il aime demeurer debout et par la suite, souvent, il est pris hors position pour un deuxième lancer. Ou on va y aller également avec des tirs-passes, c'est-à-dire on a tenté de le faire en avantage numérique. Le défenseur, il va de feinte de lancer, un joueur de l'autre côté parce que le gardien sort tellement loin dans son demi-cercle que c'est une situation où le Canadien peut prendre avantage face à un gardien de but comme Ron Extall. Alors, on multiplie cette façon de faire du côté des Canadiens. Harry Hoffman est derrière le filet. Hoffman remet la rondelle du côté droit. Ritchie passe devant. Et Pearson qui peut récupérer. Rob Rovich qui retient Pearson. Garbono envoyé sur la rampe. Scott Young. Young avec Leclerc. Leclerc décide de prendre un tir. La rondelle a été bloquée facilement par le gardien. Hoffman, autre tentative pour sortir la rondelle du territoire et le disque se retrouve chez les spectateurs. Alors on doit reprendre et on va le faire au cours des prochains instants à la droite du gardien. Ouais, on vient de voir John Leclerc, encore une fois une bonne présence. Un joueur qui utilise bien son physique, qui protège la rondelle, encaisse une mise en échec pour la protéger. Par la suite, un bon lancer, un lancer bas encore une fois.
face au gardien de but Extall. C'est un gardien de but qui se positionne très haut dans son demi-cercle, mais en largeur sur la patinoire. Je pense que c'est une des failles du gardien de but, Ron Extall. Et le tir de loin, arrêt de Extall. Ce trio de Savard, Carbonneau et Leclerc, les trois ont bien fait depuis qu'ils ont été réunis. Carbonneau. Et là, c'est Dave Carpa, le numéro 59, inséré dans la formation pour ce match numéro 4. La rondelle à Leclerc, plus bas. Et là, c'est Hoffman. De retour dans le coin. La passe remarquable. Le tir. Ouais! Extall qui tombe. Heureusement pour les Nordiques, il avait effectué l'arrêt. Carpa. Probablement sa première présence dans le match à Dave Carpa. Je ne l'ai pas vu depuis le début du match, là, match numéro 4. La blessure à Wolanin, il ne faut pas oublier, c'est vrai. Ça. Et tu fais bien de le dire parce que Craig Wolanin s'est blessé en première période et Craig Wolanin ne reviendra pas dans la série. C'est un défenseur robuste. Il l'a nettement démontré face à Stéphane Lebeau plus tôt dans la série. Alors c'est un élément important qui va manquer aux Nordiques jusqu'à la fin de cette série en 1993. Le tir de Hoff, le retour. Roy qui tombe, on revient devant. Il n'y aura pas de tir. Brunet accélère. Cette passe est pour Dionne. Dionne veut contourner le défenseur. Intervention de Extall et on n'a plus déjoué le gardien. Sundin ensuite. La passe est derrière. Le retour le long de la rampe. Brunet envoie Dionne. La passe est devant. Derrière. Et un tir. La rondelle est bloquée devant Extall. Mike Hoff passe à Kaminski. Il y a eu un contact. Bélanger était là. Recession passe à Kaminski. Kaminski veut se défaire de ses rivaux. Ralenti par Brisebois qui l'a frappé. Ce sera Desjardins qui va saisir. Il n'y a pas de statistiques pour les mises en échec, mais le Canadien vraiment ne se gêne pas. Beaucoup de coups d'épaule de la part de la formation de Jacques Demers et on sent que c'est cet engagement en ce moment qui domine dans cette rencontre. On est libre au centre. Lebeau. Et il va rater sa passe. Il voulait rejoindre Danfous. Kovalenko, le tir, la rondelle qui va rater. Kovalenko ensuite il voulait récupérer son propre retour, n'a pu le faire. Lebeau va accélérer. Il entre dans le territoire. Tour vers le centre. Lebeau toujours. Lebeau, et il ne peut lancer. Remet devant. Et il n'y aura pas de tir. Alors la sortie de Extall est excellente. Descente de Sakic. Sakic, le tir. Rondelle qui va rater à la droite. Deux belles montées. Une de la part de Lebeau et l'autre de la part de Sakic. Et le jeu qui s'anime. Danfous se défait d'un rival. Accroché. Danfous remet à Keane. Keane toujours attendu. La rondelle derrière. Le tir et la rondelle est repoussée par Extall. Kovalenko du Robert. Cette passe est pour Sakic. Sakic qui perd. Va saisir devant Lehman. Sakic, simple dégagement. Il y aura des changements à la portée. Oh, le jeu s'est animé. Des chances de marquer de part et d'autre. Encore une fois, les gardiens ont bien répondu. Une passe au centre, Hoffman, son dégagement intercepté, la rondelle était dans les airs. Odeline va passer pour Daigneault. On entend le Go Habs Go au Forum de Montréal. Les partisans des Canadiens sont derrière leur équipe. Et il y a plusieurs partisans des Nordiques également qu'on entend peut-être un peu moins en raison du bruit fait par les partisans des Canadiens. C'est un dégagement, la rondelle qui est lancée dans le coin de la patinoire. Dave Carpa qui va saisir, va contourner le filet. Carpa en se retournant, la passe est complétée pour Kerry Hoffman. Hoffman devant Ritchie. Ritchie passe devant le banc adverse. Il freine, ralentit, dégagement. Et la rondelle va quitter la glace et on doit s'arrêter. Alors, les deux équipes nez à nez, vraiment difficile de départager une équipe meilleure qu'une autre en ce moment-là. Non, je suis d'accord avec toi. La seule différence, ça revient au travail en ce moment. J'ai l'impression que les Nordiques, ce qu'ils veulent, c'est un match facile. On a du talent à l'offensive. On aime patiner avec cette rondelle, alors que le Canadien, ce qu'il tente de faire, lui, c'est mettre les bottes de travail et justement les coups d'épaule, les rondelles en fond de territoire. C'est là où ça se passe. Dionne ne peut recevoir la rondelle. Brunet va dégager. Alors, le jeu s'est arrêté. On juge qu'il y a eu hors-jeu. Alors, Pierre Pagé, Jacques Martin, qui tente d'apporter des ajustements à la façon de faire des Canadiens jusqu'ici dans ce match numéro 4. T'as Don Jackson également qui est derrière le banc des Nordiques. Je me répète, mais à Ottawa, on avait Jacques Martin, on avait André Savard, on avait Don Jackson, les trois qui étaient entraîneurs durant mon séjour avec les Sénateurs. Donc, c'est une amitié qui s'est créée il y a quelques années. Alors, là, il y a une pénalité. L'officiel a le bras levé. Leclerc, les Nordiques vont être chassés.
Et ce sera Stephen Finn pour la deuxième fois du match. Alors, au retour, avantage numérique, les Canadiens. Alors, c'est Stephen Finn qui est chassé pour la deuxième fois du match et voici son infraction. Oui, c'est un défenseur qui est robuste, un défenseur qui ne laisse pas beaucoup de place à l'adversaire. Regardez, en terminant sa mise en échec, le bâton se dirige directement au visage de Guy Carbonneau. La deuxième pénalité dans le match pour Stephen Finn. Il est robuste, peut-être dépasser la limite à quelques occasions. Un coup de coude, un bâton au visage, ça fait partie de la rivalité. Alors, on va reprendre dans le territoire des Nordiques. Les Canadiens sont 1-2 en avantage numérique. Le but a été marqué par Vincent Danfous en première période. Alors, Danfous est justement sur la glace avec Muller, Bellows, Desjardins et Haller. Et là, on se bouscule dès la reprise des hostilités. Il y a Kaminski qui est tombé. La pointe n'est pas bien loin. Leschyshyn également sur la glace. Et ça aussi, c'est une pénalité maintenant. Un joueur qui prend la rondelle avec sa main sur la mise en jeu. Le positionnement de cette mise en jeu également, on l'a vu un petit peu plus haut dans le début de la rencontre. Là, on le voit sur le haut des cercles. Alors, c'est tout ça qu'on a éliminé pour simplifier le travail aux officiels. Et pour simplifier le travail également des téléspectateurs, là. Ouais. On est beaucoup plus méthodique de nos jours. Ouais. On est méthodique dans la façon de voir le match. Les télédiffuseurs également sont beaucoup plus méthodiques. De nos jours, ouais. Il y a 3 pauses publicitaires par période à des moments très précis et attendus, là, autant par les téléspectateurs que par les diffuseurs que par les joueurs. À cette époque, en 1993, on avait l'impression de regarder un match de hockey, puis les pauses publicitaires arrivaient à n'importe quel moment. C'est aléatoire. Même en tant que joueur, tu te demandais toujours. Et là, c'est l'échappée. Kaminski, là-bas, il n'a pu déjouer. Il a perdu le contrôle de cette rondelle. Et c'est en infériorité numérique pour les Nordiques également, c'est important de le rappeler. Et là, Ekstall, lui, dit « Je vais m'occuper du dégagement seul comme un grand garçon ». Il envoie la rondelle jusqu'à Roy. Oui, il aurait pu demeurer dans son demi-cercle. Ça aurait été un dégagement refusé aux Canadiens. Il a décidé d'y aller autrement. Mais un arrêt important, même si Kaminski perd cette rondelle à la toute fin. Voici Bellows, la passe, la rondelle qui va dévier. C'est Duchesne qui était bien placé défensivement pour intercepter la rondelle. Alors, c'est Kaminski là, qui va écouler des secondes. Kaminski qui revient. Excellent travail. Et les partisans des Nordiques présents au forum ont apprécié le travail du numéro 31 des Nordiques. Voici Bellows. Bellows la passe. Toujours avantage numérique Montréal. On entre dans le territoire des Nordiques. Mise en échec d'Adam Foote. Ritchie, Stacey. Avec Scott Young. Ritchie avec Brisebois. Brisebois vient le neutraliser, lui enlève la rondelle. Alors, voilà, les Canadiens vont s'organiser, vont tenter de s'installer, de s'implanter en territoire offensif. Ekstall, derrière son filet, la passe est complétée. Il y a Ramage, Lebeau qui est là également. Brisebois, le tir, la rondelle bloquée. Et au retour, c'est raté. Le tir de Lebeau. Les Canadiens qui frappent à la porte, mais ne peuvent marquer. Scott Young. Young entre. La passe, c'est reçu. Ritchie du revers, fait réussir la rondelle à dévier. Et s'est retrouvé derrière. Brisebois. Lebeau qui reçoit 7 secondes à la pénalité à Stephen Finn. Curtis Leschyshyn la passe, un dégagement. Alors voilà, c'en est fait de la pénalité à Stephen Finn. On est de retour à égalité numérique. Ramage jusqu'à Gary Leeman. Leeman entre dans le territoire. Leeman repousse la rondelle profondément. Ce sera Leschyshyn. Il est pourchassé, veut réagir. Au travail de la part de Bélanger. Leeman à la rondelle, un tir. Et goal! Gary Leeman! Tout ça à la suite d'un excellent travail en fond de territoire de la part des Canadiens. Montréal prend les devants 2-1. Oui, c'est l'histoire du match. La pression en fond de territoire sur la défensive des Nordiques. Leschyshyn qui va se faire soutirer la rondelle. Et le travail de Gary Leeman qui, lui, il va d'une feinte de lancer. Je ne sais pas si c'était volontaire, mais regardez bien ici le travail de Jesse Bélanger qui récupère cette rondelle. Et Leeman qui, en tombant sur la patinoire, va changer l'angle de tir. Et encore une fois, c'est un lancer bas sur la patinoire qui va battre le gardien de but Ekstall. Écoutez, c'est un gardien de but qui est en mouvement vers l'avant. Alors, pour un gardien de but, quand tu te déplaces vers l'avant de cette façon, tes genoux sont vraiment barrés et d'aucune façon tu peux aller chercher cette rondelle ou sortir le patin. Tu es vraiment en mouvement et c'est ça qui t'empêche vraiment, qui est comme menotté dans ce genre de situation. Et l'avantage va aller à Gary Leeman sur le dernier jeu. Et il donne raison à son entraîneur-chef Jacques Demers de l'avoir inséré dans la formation lors du match numéro 3. Alors Leeman qui marque son premier de la série.
Et est-ce que c'est le premier mauvais but accordé par Extall dans cette série? Est-ce qu'on peut y aller d'un tel propos? Ben, écoute, c'est sa façon de faire, parce que dans le fond, c'est marqué pratiquement de la même façon. Retour à terre sur la patinoire, mais ça, vraiment, il a été menotté. C'est lui-même qui s'est menotté. Je suis d'accord avec toi. C'est deux façons de faire différentes. Roy d'un côté, qui lui aurait probablement favorisé le papillon sur la patinoire. Et à ce moment, surtout dans la Ligue nationale, je te dirais que de mémoire comme ça, pour avoir parlé avec François Allaire, je pense que en haut de 80% des buts étaient marqués sur la patinoire, de la façon dont les gardiens de but se comportaient, de la façon dont les gardiens de but réagissaient. Donc, je pense que ça a été vraiment une attention particulière pour le Canadien de se débrouiller et de jouer le pourcentage en quelque sorte. Kovalenko, lui, a joué de robustesse. Vous avez vu son coup des pas de Carbonneau. Il y avait peut-être la frustration. Carbonneau qui a grimacé, mais il est toujours fidèle à son poste face à Joe Sakic à la mise en jeu. Oh, et la rondelle déviée redirigée jusqu'à Patrick Roy. Il a bien réagi, c'était pas évident là, avec ce disque à dévier au dernier instant. On va reprendre avec cette mise en jeu dans le territoire des Canadiens. Exactement. Si tu as les pieds bien stabilisés pour un gardien de but, tu es prêt à faire face au lancer, beaucoup plus facile de réagir par la suite quand tu t'avances dans un mouvement où là, vraiment, tu es menotté par la situation. Mais écoute, je pense que c'est là l'avantage tout au long de la série, tranquillement, qui s'est installé mentalement pour les joueurs du Canadien. On a commencé à croire qu'on était capable de battre Extall d'une certaine façon. Et là, les deux derniers buts, deux lancés sur la patinoire. On a vu plusieurs tirs bas pour des retours de lancer, des passes transversales. On veut le faire bouger dans son demi-cercle. Mais le contraste était quand même assez flagrant entre Patrick Roy et Ron Extall. Patrick Roy, méthodique, la technique, alors que Extall, c'était l'émotion, c'était des réactions imprévues. À la limite, entre barre oblique de l'improvisation. Un peu, mais je vais lui donner le crédit parce que dans sa façon de faire, il était très bon. Sauf que le Canadien a trouvé une façon justement d'aller chercher le meilleur de la façon, de la méthode de Ron Extall, parce qu'il était quand même prévisible dans sa façon de faire. Les Canadiens dans le territoire des Nordiques. Et là, l'attaque ne fonctionne pas, si bien que ce sont les Nordiques qui vont tenter de le faire en territoire des Canadiens. Kovalenko se fait enlever la rondelle par Desjardins. Roy, loin de son filet, remet la rondelle jusqu'à Leclerc et on a entendu sifflet. Il y aura une pénalité. Éric Desjardins qui plaide sa cause. Desjardins va être chassé pour bâton élevé. Un geste posé aux dépens d'Andrei Kovalenko. Oui, et c'est passé en fond de territoire. Encore une fois pour une bataille, pour une rondelle. Desjardins pas très heureux de la situation. Regardez Kovalenko qui... Ouais, écoute, c'est Kovalenko qui, en levant les bras, va emmener le bâton de Desjardins directement au visage. Il y a des joueurs qui étaient très bons pour faire ça. Le bâton est bien positionné. Il y a un arbitre seulement qui voit le geste. Et je suis convaincu de la façon dont Andy Van Hellenen l'a vu vraiment. Bâton élevé, en effet, il était là. Mais c'est vraiment Kovalenko qui a amené ce bâton à son visage. Oui, tout dépend également du positionnement, comme tu le dis, de l'officiel, là, en étant seul sur la glace en 2020 avec deux officiels. Et on peut voir mieux le jeu, là, c'est évident. Mais en plus, on a ajouté au cours des derniers mois, des dernières années, un outil aux officiels pour voir les bâtons élevés, là, des bâtons élevés qui sont non pas non volontaires, mais qui proviennent d'un joueur de la même équipe. Alors imaginez à cette époque, tout était un peu différent. Alors il faut comprendre et accepter certaines réalités de 1993. Alors, peu importe là, les Nordiques sont en avantage numérique pour la deuxième fois du match. Leschyshyn, la passe, c'est reçu, on va remettre derrière à Leschyshyn. Tire de loin, la rondelle est bloquée. Au retour, ce sera Ritchie. Il envoie pour Sundin. Sundin passe plus bas. Scott Young, de retour à Sundin. On envoie la rondelle à la ligne bleue. Hoffman vers Scott Young. Young toujours en fait juste assez pour remettre derrière. Mais le disque était bondissant. Alors, c'est impossible pour Kerry Hoffman de bien réagir. Leschyshyn envoie la rondelle derrière. Scott Young, de retour à Leschyshyn. Hoffman, neutralisé par Muller. Et les Canadiens qui attendent de pied ferme les Nordiques en territoire central. Là, autour de Keane de bien jouer, il tombe et envoie la rondelle dans le coin. Hoffman, avec Sundin en mouvement à sa droite. Hoffman, la passe est devant dans les patins de Sundin qui finalement récupère. Il entre à gauche. Sundin du revers. Et ça devient une passe. Sakic vient de faire son apparition sur la glace. Sakic justement.
À disque, la passe, c'est reçu. Duchesne, le tir. Oh, et la rondelle qui dévie. Et la rondelle qui rate à la droite. Scott Young, plus bas. De retour à Young, à la ligne bleue. Tir de loin, bloqué. Alors c'est Brunet qui a fait dévier ce tir. Odeline accélère. On lui enlève le disque. Sakic est derrière. Sakic attend. Sakic, la passe, c'est reçu. Young, le tir. Arrêt de Roy. Young qui tentait de marquer son 5e de la série. Oui, le danger, c'est toujours cette passe transversale. La bonne nouvelle, c'est qu'on est parvenu à limiter le lancer sur réception. Young a dû arrêter ses rondelles avant de décocher. Et cette fraction de seconde est énorme pour un gardien de but dans son déplacement. Oh, solide contact. Keane a été excellent. Il a stoppé, freiné Valérie Kamensky. Kovalenko. Kovalenko, la remise sur la rampe. La pointe, on est à la fin de l'avantage numérique des Nordiques. La pointe veut se défaire de ses poursuivants, contourne le filet. La pointe toujours. La pointe. Le tir, la rondelle dans les airs. Et le dégagement, c'est réussi. C'est Desjardins. Il vient de quitter le banc des pénalités. Les Canadiens ont su résister à la dernière poussée des Nordiques. Muller. Arrêt de Extall. Il n'y aura aucun retour. On va reprendre au retour de la pause publicitaire. À la suite de la dernière attaque des Canadiens, Extall a réalisé l'arrêt, si bien qu'on va reprendre à la gauche du filet des Nordiques. 7 minutes 11 secondes à faire à la deuxième période. Les Canadiens qui mènent 2-1. Rondelle repoussée. Lebeau, finalement devancé par Claude Lapointe. Lapointe s'avance. Un dégagement. Roy ralentit la rondelle et lui-même veut pousser un coéquipier. Cavallini récupère, envoie la rondelle derrière. Laisse Échine, le tir de loin, la rondelle qui va rater la cible. L'Enfous arrive à temps, peut dégager et c'est fait. 2 contre 1. Lebeau et Lieben. Lebeau lance. Oh, il plaque le poteau à la droite de Extall. Tout le monde était debout au forum. On pensait bien que Lebeau avait déjoué le gardien. Toujours un bon lancer, bas du côté du bouclier. Il a battu le gardien, l'intérieur du poteau. La passe au centre. Bellows retourne la rondelle devant. Et Extall va dégager. Extall a marqué 2 fois des buts dans sa carrière en lançant la rondelle dans un filet désert. La première fois, c'était en 1987 avec les Flyers et la deuxième en 1989 en séries éliminatoires. Alors, c'est pour ça que vous le voyez aussi habile, confiant autour de son filet. Ces 2 buts avaient vraiment marqué l'imaginaire. C'est le premier à avoir lancé la rondelle dans un filet désert. Le premier gardien à avoir marqué un but, c'était Billy Smith. Tir de Zion. Belle occasion ratée. Il est revenu pour déjouer le gardien Extall. Alors, Billy Smith avait été le premier gardien crédité d'un but. C'est lui qui avait été le dernier joueur à toucher à la rondelle. Extall, le premier à marquer un but, à lancer la rondelle dans un filet désert. Et là, Extall n'a pas lancé la rondelle. Il a dû se dresser sur la dernière attaque des Canadiens. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il va de lancer frappé. Voilà! Le tir de Kamensky, la rondelle qui rate. On entre en contact avec le gardien Roy. Il tombe à la renverse. Est-il blessé? Parce qu'il semble avoir été atteint. À la tête par un patin. C'est le patin de Matt Sundin à la toute fin, vraiment. Il va avoir un contact sur le gardien de but Roy. Et assurément qu'il a été sonné pendant quelques secondes. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble déjà bien se rétablir. Ça, c'est la chance un petit peu plus tôt. On a bien joué défensivement de la part des Nordiques. On force le lancer de la part de Lebeau. Et la rondelle qui frappe la tige. Regardez ici le contact. Que là, ça va bien. C'est ici le patin. Boum! Directement. Ça aurait été très dangereux. Ça a frappé le masque. Mais si ça frappait juste en dessous, le coup, ça aurait pu être très dangereux pour Roy. Mais à ce moment-là, au début des années 90, la Ligue nationale avait été marquée par un incident lorsque Clint Malerchuk avait été coupé au cou. Ouais. Hein, tu te souviens des images qui avaient fait le tour de la planète. Alors, évidemment, on ne souhaitait pas que ce genre d'incident se reproduise. Heureusement, ce n'est pas arrivé à Patrick Roy sur cette dernière séquence. Non, mais tu n'es jamais à l'abri. Hein? Et il y a beaucoup de circulation, il y a des patins. C'est toujours un danger qui guette en tant que gardien de but. Mais des fois, c'est totalement involontaire, comme on a vu. Pas ce qu'on voit en ce moment, mais le coup de patin, par contre. Ah, ben ça, c'est la rivalité. Ouais. C'est la rivalité canadienne-nordique à son meilleur. En 1982, les Nordiques avaient gagné la première série en 5 parties. C'était des séries 3 de 5. En 1984, les Canadiens l'avaient emporté en 6. En 84, c'est le vendredi saint. En 85, les Nordiques l'avaient emporté en 7. En 1987, Montréal l'avait emporté en 7.
Alors, on se retrouve pour la 5e et dernière fois de l'histoire, ces deux équipes en séries éliminatoires. Alors, c'est pour ça. Il y a des faits saillants au fil des ans de cette rivalité. Chacun à son moment. Il y a le but refusé à l'un côté. Ouais. Il y a le vendredi saint, évidemment. Il y a le but de Peter Stachny qui avait éliminé les Canadiens en série. Ça avait été dramatique pour les partisans des Canadiens à l'époque. Alors, il y a cette série de 1993. Sundin va remettre la rondelle jusqu'à Benoît Brunet. Brunet envoie pour Keane. Finn qui revient, frappe Keane. Brunet est dans le coin. Brunet remet la rondelle devant. On dit qu'il est... Oh, attention, là, Extall. Il y a seulement Extall, probablement dans l'histoire de la LNH, qui pouvait réaliser une telle séquence. Intercepté avec son bâton au vol, récupérer la rondelle par la suite. Tellement habile et c'était vraiment une de ses forces dans son jeu. Regardez ici, tu tires le bâton à deux mains, tu vas intercepter cette rondelle de cette façon. La plupart des gardiens, ils auraient été avec le gant. Lui, s'est amusé un petit peu, c'est compliqué un petit peu la tâche, mais tellement habile avec son bâton. Ron Extall, un des meilleurs, un des premiers vraiment à contrôler la rondelle de cette façon. Après ça, on peut penser à Martin Brodeur qui était excellent également. Thomas Osgood qui a marqué un but, était très bon avec la rondelle. Et Marty Turco, Mike Smith en ce moment qui est excellent. Bryce est très bon également. Oui, alors il a été d'une certaine façon un pionnier dans cette façon de faire. Avant lui, il y avait Billy Smith également. Il y avait Billy Smith. Oh, et devant, quelle occasion ratée par Carbonneau. Leclerc à nouveau a très bien joué. Alors, il y a une pénalité qui est signalée. Tout ça à la suite de l'excellent travail du trio de Guy Carbonneau. 2-1 la marque pour Montréal. Alors, Martin Rosinski a été chassé. Tout ça à la suite du travail de John Leclerc. Oui, opportunité de marquer pour le Canadien. Rosinski intervient en accrochant Leclerc en fond de territoire. Et encore une fois, le Canadien se retrouve en avantage numérique. Alors, Desjardins qui saisit va remettre à Kevin Haller. Haller de retour à Desjardins. Je ne me souvenais pas à quel point Haller était un homme de confiance pour Jacques Demers en avantage numérique. Il est toujours là. Un bon lancer. Haller qui perd la rondelle. Ritchie ensuite. Ritchie, dégagement. Alors, les Nordiques qui contrôlent le jeu lors des premiers instants de cet avantage numérique. Bellows remet la rondelle derrière. Haller, le tir de la rondelle est bloqué par Scott Young. De retour dans le coin. Haller va laisser la rondelle à Danfus. Danfus rate son jeu. Aidé par Desjardins. Bellows, Danfus. Haller, la rondelle est pour lui. Haller envoie Danfus à Bellows, numéro 23. Au point d'appui, c'est reçu. Desjardins envoie sur la rampe. À Haller. Haller passe à Muller dans l'angle. Oui! Quel arrêt! Ron Extall vient de voler Brian Bellows. Un superbe arrêt. Oh, le fameux two-pad stack en anglais. Vraiment, le gardien de but qui se déplace. Les deux jambières sur le côté. Le tout pour le tout. Tout est question de synchronisme. Eh bien, on peut dire que le synchronisme a été fait à perfection de la part de Ron Extall. Lecture de jeu. Regardez ici. Situation désespérée. En se déplaçant, parvient à réaliser l'arrêt. C'est un lancer sur réception. Ça a pris une bonne poussée de la part d'Extall. Et regardez par la suite, immobilise cette rondelle. Toute une chance de marquer de la part de Brian Bellows. Et pour revenir à Kevin Haller, tu l'as mentionné, peut-être le fait que Schneider n'est pas là également. C'est sûr et certain que Demers semble vouloir un gaucher, un droitier en avantage numérique. Alors, pour ça qu'Haller peut-être la majeure partie du temps comme gaucher. Alors là, c'est Patrice Brisebois qui est sur l'avantage numérique sur la deuxième vague pour les Canadiens. 55 secondes à la pénalité aux Nordiques. Brisebois est arrivé en retard et le jeu qui revient derrière vers Desjardins. Desjardins conserve et remet à Brisebois de l'autre côté en plein centre. Hoffman ensuite envoie la rondelle sur la baie vitrée et la rondelle va glisser en territoire des Canadiens. Roy va laisser pour Desjardins. Desjardins, mésentente avec Lebeau qui semblait... Oui, Desjardins qui garde son équilibre. Alors, une fin. C'est ça. La bonne nouvelle, c'est que les Canadiens s'en sortent bien malgré les derniers événements. 20 secondes à la pénalité. Kamienski. Kamienski la passe. Et en fait, ce sera un dégagement. Voici Desjardins. Desjardins laisse à Brisebois. Brisebois s'avance, complète la passe. On entre dans le territoire. Au même moment, la pénalité à Rosinski est terminée. Lebeau envoie derrière. C'est reçu. Daigneault, le tir bloqué. Le retour et la rondelle
qui va rater. Finn est debout pour la rondelle. Lehman qui va rater son tir. Et Duchesne envoie la rondelle sur la baie vitrée. On va siffler. Voilà qui est confirmé. Alors voilà. Et à chaque fois qu'il y a une opportunité sur le filet de Ron Extall, on a toujours l'impression que c'est une chance de marquer de qualité. Beaucoup de mouvements de la part du gardien Extall, hors position la plupart du temps. C'est question de récupérer ses retours de lancer qui font une différence énorme, mais c'est rien. À chaque lancer, on dirait que c'est un petit peu une aventure pour Ron Extall. Et c'est là, je pense, comme je l'ai mentionné tantôt, l'avantage mentalement de la part du Canadien. Oui, toute une aventure. Un film d'aventure, un vrai Indiana Jones. Ah ouais. Ah ouais. Mais écoute, il est très bon dans sa façon de faire. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. Moi, je ne suis pas à l'aise dans ce genre de situation. C'était plus à l'ancienne méthode. J'avais Ken Reggett avec les Penguins de Pittsburgh, exactement de la même façon. Un gardien qui jouait les angles, qui jouait les pourcentages. Et qui avait les mêmes jambières aussi. Oui, c'est vrai. Blanche. Et Brown, exactement, en plus. La rondelle sur la rampe. Carbonneau qui perd le disque. Leclerc entre en contact avec un rival et Finn envoie la rondelle sur la rampe. Disque devant. Voici Mike Hoff. Hoff va entrer. Hoff, un retour. La rondelle est là, débattue. Odeline envoie la rondelle sur la rampe. Finn reçoit le tir de loin. Arrêt. Là, il y a un retour. Hoff, un tir. Arrêt. Compte! Joe Sakic crée l'égalité. Le capitaine des Nordiques qui fait sentir sa présence. Et là, ça c'est un but important. Fin de période. Les Nordiques ne semblaient pas avoir aucun rythme durant cette période, ne semblaient pas vraiment être menaçants. Peut-être mis à part l'échappée de Kaminski qui échappait cette rondelle. Et là, bien, on vient de voir quelques situations, quelques retours de lancer. On prend une défensive à contre-pied. Et Joe Sakic bien installé. Lui, il veut marquer des buts près du filet, zone privilégiée. S'amène sur le tard de l'autre côté. Et c'est là qu'il va se faire oublier. Et un petit peu chanceux, une rondelle qui frappe le poteau. Reviendra directement sur le bâton de Joe Sakic, qui lui attendait cette rondelle de pied ferme. Alors pour Joe Sakic, c'est son deuxième de la série. Il avait marqué le but égalisateur à la fin de la troisième période lors du match numéro 1. Alors Sakic qui trouve une façon de marquer un autre but important pour les Nordiques. Alors 2-2 la marque. Nous sommes en deuxième période, en fin de deuxième période. Et Joe Sakic a toujours trouvé une façon de marquer des buts importants dans sa carrière. Ouais. Il est dans le top 3 là, dans l'histoire de la Ligue nationale pour les buts marqués, les buts gagnants en séries éliminatoires. Alors, c'est pas un but gagnant, c'est un but égalisateur jusqu'ici. Et c'est juste pour vous démontrer l'importance de Sakic au fil de l'histoire. Non seulement pour les Nordiques et l'Avalanche, mais pour la Ligue nationale de hockey également. Ben écoute, c'est une feuille de route. Tu mets ça dans ton résumé, dans ton CV. C'est assez intéressant. Les buts gagnants, tout le monde va avoir des gagnants dans leur formation. Et surtout que c'est un joueur qui semblait quand même assez facile à digérer, à diriger. À diriger. Oui, effectivement. C'est agréable de le voir. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Alors, Brunet derrière le filet. Brunet tombe. Et même chose pour Keane. Les Nordiques transportent la rondelle en territoire des Canadiens. Young à Hoffman. Le tir et la rondelle qui passe par-dessus le filet. De retour à Bélanger. Bélanger vers Brunet. Brunet en bois à droite. Ce sera Ravage. Tire de loin, tir haut. Extall qui réagit, mais c'est parce qu'il y a une pénalité. Trop de joueurs sur la patinoire pour les Nordiques. Alors là, on comprend pourquoi Extall était frustré de la sorte. Oui, bien exactement. Lui, il a vu la situation se dérouler devant lui. Et l'officiel Andy Van Hellemond, un mauvais changement de la part des Nordiques. Trop de joueurs sur la patinoire. Fin de période, tu viens de marquer un but. Tu viens de reprendre un petit peu de rythme dans cette rencontre. Et là, c'est une mauvaise pénalité. Regardez, on se précipite à embarquer sur la patinoire. Et clairement, il y a 6 joueurs. C'est Carpa qui embarque sur la patinoire. Et une pénalité en fin de période peut donner une chance, qui ouvre une porte du moins aux Canadiens en fin de deuxième. Et Pierre Pagé le savait. Il le sait très bien. Alors, une erreur de concentration à ce moment-ci du match. Jacques Demers, lui, il a vu son avantage numérique marqué une fois. C'était Danfous en première période. Alors. À certains moments, tu as plusieurs chances. Tu es à la maison. Tu dois trouver une façon d'aller chercher ce but. C'est des moments très importants dans un match. La rondelle est en jeu. Danfous vient bousculer les Séchines. Et ce sera Valérie Kavinsky.
Kaminski est efficace en infériorité numérique. J'avais le souvenir qu'il était bon offensivement, et avec raison, mais en infériorité numérique, vraiment, il avait un rôle privilégié pour Québec. Oui, d'ailleurs, les Nordiques ont marqué plusieurs buts en infériorité numérique en saison régulière, et on l'a vu, ça menace un petit peu plus tôt d'échapper de la part de Kaminski. Contrôle bien la rondelle, bon coup de patin. Kevin Haller. Haller conserve la rondelle, tourniquet, accroché par Sakic. Dans pousse ensuite. Haller, dégagement. Et la rondelle est sur la palette de Leschyshyn. 27 secondes à faire à la deuxième période. Une rondelle qui est dégagée, interceptée. Voici la suite de l'avantage numérique des Canadiens. Haller qui revient. Le tir, arrêt. Bellows qui passait par là. Envoie la rondelle derrière. Haller vers le centre. Et l'autre tir, la rondelle est bloquée. Moins de 10 secondes maintenant à faire. Bellows. La remise à Danfous. Danfous à Bellows. Le tir, arrêt. Le tir en cible, le deuxième. Et voilà, c'en est fait de la deuxième période avec une égalité de 2-2. Oui, bien, le moins qu'on peut se dire, Ron Hextall connaît une autre solide performance. Peut-être un petit peu de frustration en ce moment de la part d'Hextall. C'est 30 lancés dirigés par les Canadiens. On a doublé vraiment les Nordiques à ce chapitre jusqu'à présent. Hextall, une autre solide performance. Alors, 2-2 la marque après 2 périodes de jeu. Je vous rappelle que les Nordiques menaient cette série 2-1. Au retour, la troisième période. Mais la tension était grande au Forum de Montréal en ce 24 avril 1993. C'était le match numéro 4. Les Nordiques qui menaient 2-1 cette série. C'était l'égalité 2-2 après 2 périodes de jeu. Là, les Canadiens amorçaient la troisième période avec un bref avantage numérique. On se demandait bien de quelle façon cette série, et surtout ce match avant tout, était pour se conclure. Oui, une période tellement importante dans le déroulement des choses, dans la suite des choses pour le Canadien, pour les Nordiques d'ailleurs. Hextall qui sort de son filet. Hextall envoie de l'autre côté. La rondelle va quitter le territoire. Desjardins n'a pu réagir à temps afin de conserver. Danfous, il passe vers Muller. Intervention défensive de la part de Duchesne. Il passe devant. Là, c'est Lapointe qui va attaquer. Lapointe, il lance et la rondelle qui va arrêter à la gauche. C'est un bon tir, là. Mais le disque a raté la cible. Lapointe qui retourne au banc des siens et Éric Desjardins en profite pour saisir la rondelle. Moins de 10 secondes à faire à la pénalité. Passé devant, disque bondissant. Et Roy qui va laisser la rondelle pour son défenseur. Passé devant. Et là, on était à égalité numérique. Brunet qui conserve la rondelle. Brunet travaille bien, envoyé sur la rampe. Brunet qui perd l'équilibre, tente de récupérer, va le faire, va passer pour Dionne. Dionne toujours, un tir, arrêt, retour, relancé, et compte! Benoît Brunet! Les Canadiens ont les devants en début de troisième période. Oh, les Canadiens, c'est la recette jusqu'à présent qui a marqué quelques buts ce soir de la part des Canadiens. C'est-à-dire, on travaille pour aller chercher nos buts, on travaille pour récupérer des rondelles. C'est exactement ce que Benoît Brunet va faire en fond de territoire. Et j'ai apprécié le travail de Gilbert Dionne, qui vraiment, suite au travail de Brunet, va aller chercher, va aller récupérer cette rondelle. Et ce qu'il va faire, au lieu de contourner le filet, décide d'attaquer la cage de Ron Hextall. Et on parle souvent du premier lancer où Hextall est très solide. Le deuxième, par contre, c'est toujours un petit peu plus difficile, souvent pris hors position. Eh bien là, c'est clairement le cas. Vous en avez la preuve. Et Benoît Brunet qui marque un but d'une importance capitale. Ouais. Et j'ai envie de te dire, c'était un but pleinement mérité pour Benoît. Ouais. Quand on porte attention aux moindres détails jusqu'ici depuis le début de la série, il a été très efficace pour les Canadiens. Il est venu bien près de marquer à plusieurs occasions également. Et de le voir marquer ce but qui aura un impact favorable pour les Canadiens dans cette rencontre numéro 4. Alors c'est pour ça que j'ai envie de te dire que c'était un but mérité pour un athlète qui a su s'ajuster également. Parce que Benoît Brunet, lorsqu'il jouait pour les Olympiques de Hull dans la LHJMQ au milieu des années 80, c'était un attaquant offensif. C'était 143 points avec les Olympiques de Hull. Mais pour qu'il connaisse du succès dans la Ligue nationale, il s'est ajusté. Il est devenu un attaquant responsable, défensif, et c'est pour ça qu'il a connu une belle carrière. Oui, et je ne suis pas surpris des chiffres que tu mentionnes au niveau junior, parce que moi, j'ai toujours trouvé que c'est un joueur qui était très intelligent sur la patinoire, qui avait de très bonnes mains. J'ai eu la chance de le côtoyer pendant une saison avec les Sénateurs d'Ottawa. Et c'est vraiment, on dit un student of the game, quelqu'un qui veut apprendre, quelqu'un qui connaît le hockey. Et on voit ce qu'il fait maintenant aussi. Donc, c'est tout un joueur de hockey. Alors, les Canadiens reprennent les devants.
3-2 en début de troisième période. La passe est reçue. Le tir et la rondelle qui va rater à la gauche. Et Kerry Hoffman qui menaçait là. Tire de loin. Rondelle arrêtée. On vient bousculer Roy. Et Sakic qui va repousser plus loin. La rondelle qui va glisser dans le coin de la patinoire. Voici Sakic. Sakic à la rondelle. Sakic vers le centre. Sakic qui finalement, on parvient à lui faire perdre le disque. Ce qui n'est pas toujours évident puisque Sakic a toujours été très confiant avec le disque. Et toujours énigmatique, là. Tu nous le disais un peu plus tôt dans la série. Difficile de savoir où il allait avec la rondelle. Disque qui va revenir derrière jusqu'à Finn. Finn qui va s'avancer d'une seule main. Revirement, Leclerc, le tir et la rondelle qui rate. Finn, le long de la bande, bousculé, renversé par Carbonneau. Et les Canadiens qui retournent la rondelle dans le territoire de Québec. Dave Carpa, tenter la passe devant pour Mike Ritchie. Carpa qui revient, le numéro 59. Carpa a eu un bref passage avec les Nordiques. Il s'est retrouvé par la suite avec les Mighty Ducks d'Anaheim. A joué également en Caroline et avec les Rangers de New York. Mais là, il était de la formation en raison d'un changement effectué. On a préféré Carpa notamment à Gusarov, une décision de l'entraîneur-chef Pierre Page. Oui, la blessure à Volanen, vraiment, qui lui donne cette opportunité de se faire valoir dans cette jeune carrière pour le défenseur, qui est assez robuste. Ce n'est un défenseur qui a eu une carrière très bonne dans la Ligue nationale, s'est bien démarqué, mais lui fait face à beaucoup de pression à ce moment de la part des Canadiens. Parce qu'il y a beaucoup de rondelles en fond de territoire. Vraiment, on va mettre la pression sur la défensive des Nordiques. Sundin, la passée pour la pointe. La pointe, la feinte. Desjardins est en bâton. Là, la pointe va remettre sur la rampe. Desjardins intervient. Kaminski ensuite. La passe est devant et le tir. Arrêt! Patrick Roy sort la mitaine. Un autre bel arrêt de Patrick. Les Canadiens mènent 3-2. On va reprendre à la gauche de Patrick Roy qui vient de réaliser un très bel arrêt. Un autre dans cette série. En fait, les beaux arrêts de Patrick Roy se sont multipliés à partir du match numéro 3. Oui, exactement. On l'a piqué un petit peu après les deux premiers. Il ne faut pas oublier ce que l'entraîneur des gardiens des Nordiques, Daniel Bouchard, a mentionné. On semble avoir déniché une faille dans son jeu. Est-ce qu'on a tenté de jouer dans la tête de Patrick Roy? Je pense que ça fait l'inverse. C'est un athlète qui est fier, c'est un athlète qui répond à la pression. Et il dit que ça ne l'a pas motivé. On l'a utilisé, mais c'est pas ça qui a déterminé ses performances par la suite. Mais clairement, il n'était pas le même gardien. Et là, c'est Duchesne, le tir arrêt de Patrick Roy. Il n'y aura pas de retour. Et tu parlais de moments importants dans la série. Pour plusieurs, là, après toutes ces années, lorsque Mario Roberge est entré dans la tête de Ron Hextall lors de la période d'échauffement du match numéro 3, pour plusieurs, ça a été un moment très important dans la série. Et évidemment, ce que Daniel Bouchard a dit, ce que tu viens de nous mentionner, je suis convaincu que Daniel Bouchard l'a regretté. Et je suis convaincu que les joueurs des Nordiques se demandaient qu'est-ce que Bouchard, qui était l'entraîneur des gardiens des Nordiques, était allé faire là. Trouver une façon de déranger Patrick Roy alors que ça a été l'inverse, ça l'a plutôt motivé. Oui, écoute, c'est ça. Des fois, c'est le risque à prendre, mais la question à se poser, est-ce que tu veux vraiment prendre ce genre de risque? Puis chapeau à Guy Carbonneau, parce que c'est lui qui est allé voir l'entraîneur Jacques Demers, qui lui a mentionné de la routine d'Hextall et qui a tenté de changer les choses un petit peu. Et là, Hextall tombe! Oh, et quelle occasion ratée par Dionne! Hextall était partout, sauf devant son filet. La rondelle derrière, le tir de loin, la rondelle qui va rater. Et la force du tir envoie la rondelle en territoire central. Voilà, Gilbert Dionne va rêver à cette opportunité, c'est sûr et certain. La pointe, la passe vers le centre et Dionne était là en repli défensif. O'Donoghue. Rondelle vers Sundin. Sundin avec Bélanger. Il y a Daigneault, le disque qui est repoussé, la rondelle est ramenée sur la glace par Foot. Kaminski. Voici Sakic. Il entre, le tir, rondelle arrêtée, le retour est devant. Et le dégagement, une rondelle dans les airs, disque bondissant. Dionne envoie la rondelle chez Nordique. Mahler arrive avec conviction, peut se défaire de l'emprise de Foot. Foot ne lâche pas le numéro 11 des Canadiens. La rondelle va glisser jusqu'à Hoffman. 5 minutes 10 secondes à faire. Voici la passe, la rondelle du côté de Kovalenko. Nous voici avec Desjardins, il va repousser du côté de Mahler. Là, c'est Duchesne, reçoit quelques coups de bâton, tente la passe devant, et une rondelle qui est rejetée en territoire central. Ramage aussitôt, on retourne les Nordiques profondément dans leur zone. Ouais, l'importance d'avoir l'avance à ce moment-ci du match,
Ça enlève un petit peu de pression. Ça permet de simplifier ton jeu pour le Canadien en ce moment. Si on ne forcera pas grand-chose, rondelle en fond de territoire, on va forcer justement les Nordiques à traverser la patinoire pour créer une chance de marquer. La Keane travaille bien profondément. Lebeau vient de l'aider. Lebeau l'a passé devant. Et le tir arrêt. Là, tu vas m'expliquer comment Ekstall a procédé pour effectuer cet arrêt parce que cet arrêt, je ne comprends pas. Ouais. Aide-moi, s'il te plaît. Oui, écoute, je ne l'ai pas vraiment dans mon répertoire également, mais on l'a vu souvent durant cette série. Il aime demeurer debout et il abaisse son gant très bas sur la patinoire, tout juste à côté de sa jambière. Donc, c'est comme s'il y avait 3 jambières qui prennent de l'espace. Mais écoute, c'est pas évident d'aller chercher cette rondelle. Mais lui, c'est sa technique, sa façon de faire. On va lui donner du crédit. 2 finales de Coupe Stanley. Ben, c'est ça, un trophée visitant, un trophée Conn Smythe. Exactement. La dernière chose qu'on veut faire, c'est de se moquer de Ron Ekstall parce que les résultats ont été là tout au long de sa carrière, mais ça frappe l'imaginaire de le voir garder les buts de cette façon, alors que tout est très méthodique maintenant. Ouais. Avec les entraîneurs des gardiens, parce que les entraîneurs des gardiens à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, ou presque pas. Là. Je suis d'accord avec toi. Et il n'y a pas de vidéo, beaucoup également. Donc, pour le gardien de but, de revoir ses performances, de trouver des faiblesses, si t'as pas d'aide de l'extérieur, c'est pas toujours évident à faire. Convaincu qu'une façon de faire pour les gardiens à l'époque, c'était de revoir les faits saillants dans un bulletin de nouvelles. Ouais, ben, moi, c'est de cette façon que je regardais les tendances des joueurs adverses pendant les premières années, jusqu'à, je te dirais, 2008 à Buffalo. Oh, la belle occasion ratée. On entre en contact avec Patrick Roy. Et là, les Canadiens s'en sortent très bien. Les Nordiques ont été menaçants. Et on entend le sifflet. Dégagement qui est refusé. Montréal allait devant. 3-2 sur Québec. On vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous regardez le 4e match de la série entre les Canadiens et les Nordiques en 1993. Nous sommes en 3e période. Les Canadiens qui cherchaient à créer l'égalité dans cette série. Les Canadiens avaient perdu les 2 premiers matchs. Les 2 premiers matchs qui avaient eu lieu au Colisée à Québec. Alors, c'est un dégagement qui est refusé. Voilà, c'est confirmé avec Duchesne qui touche à la rondelle. Et on va retourner avec une mise en jeu dans le territoire des Canadiens. On aperçoit Benoît Brunet. Il avait été la première étoile de ce match. Et on peut comprendre pourquoi avec sa performance jusqu'ici. Écoute, il connaît une très bonne série. C'est un joueur d'une importance capitale pour une formation. C'est un joueur qui est bon le long des rampes. Et ça c'est une qualité à avoir pour les ailiers, de récupérer des rondelles, d'être en mesure de sortir la rondelle du territoire. Ça, c'était vraiment une de ses forces à Benoît également. Attaque de Kaminski. Le tir. Bel arrêt de Roy. Il contrôle le retour. Alors, il aurait pu concéder un long retour, Roy, sur cette séquence avec ce genre de tir, mais non, la rondelle est tombée devant lui et il conserve. Ouais, et écoute ça, des fois on veut prendre le crédit, il y a des fois où ça donne que la rondelle demeure là sans le vouloir. Donc, c'est de la chance? Non, j'ai pas dit que c'était de la chance, mais des fois ça dépend du retour d'un lancer. Si la rondelle, surtout à ce moment-là où vraiment on voyait le devant du patin sur la jambière. Des fois, plus elle s'approchait du patin, plus elle pouvait frapper et avoir un rebond. Les jambières semblaient très molles à ce moment-là. Beaucoup de... Non, il va dans le technique, là, mais du poil de chevreuil à l'intérieur des jambières. C'est ce qu'on retrouvait à l'intérieur des jambières. Oui, et les jambières étaient pesantes. Ça, c'était une des choses. Ils prenaient l'eau facilement et ça en devenait quasiment une problématique à un certain moment quand tu te retrouvais en prolongation, quand les matchs duraient longtemps. Les jambières devenaient pesantes. Tu voulais aller les positionner devant la fan, pardon. Le ventilateur. Le ventilateur, oui, dans le vestiaire, justement, pour les faire sécher plus rapidement. Mais c'est jambières de Patrick Roy qu'il a porté en 1993, jambières bleues. Les différents détaillants en ont vendu beaucoup. C'était des jambières causes, si ma mémoire est fidèle. Ouais. Alors, on en a vendu beaucoup parce qu'évidemment, Patrick Roy les portait. C'est lui qui les a publicisés. Il a gagné la Coupe Stanley avec ses jambières. Alors, c'était une tendance là au début des années 90. Oui, et quand il avait remporté en 86, les jambières Lefebvre, qui étaient à la mode également, tout le monde voulait des jambières Lefebvre. C'est l'influence vraiment d'une personnalité, d'un des meilleurs joueurs de la franchise qu'il a eu sur la patinoire. Il n'y a aucun doute. À vous de choisir là. Qui est le meilleur gardien dans l'histoire des Canadiens? Est-ce que c'est Jacques Plante? Est-ce que c'est Ken Dryden? Est-ce que c'est Patrick Roy? Alors, à vous de choisir, mais ces trois-là ont présenté des statistiques et ils ont réalisé des accomplissements vraiment hors du commun. Les Coupes Stanley, les trophées individuels, également l'héritage pour le Québec de leur performance. Alors, ça kick, c'est
fait enlever la rondelle, non, il a conservé, a remis de l'autre côté. Et le tir de droit, oh, il a saqué à l'embouchure du filet, Roy qui revient, il a mêlé, la rondelle est libre. Et Carbonneau qui dépose la main sur la rondelle, et on entend le sifflet, et là, il y aura bousculade. Et en fait, c'est beaucoup plus qu'une bousculade, il y a des coups qui sont échangés. Oui, là, ça s'est passé directement dans l'enclave et j'ai hâte de voir le résultat des courses à la toute fin parce que Carbonneau a étouffé toute la menace devant le filet suite à une mêlée, une rondelle qui était libre pour les Nordiques. Continue à payer plus. Ben là, c'est Leclerc avec Mike Hoff. Ouais. Leclerc qui n'était pas reconnu pour jeter les gars, mais c'était un homme fort dans le sens où c'était difficile de le déloger, de le déplacer. Et il l'a prouvé. Je pense que Mike Hoff l'a appris à ses dépens. Bien, ce que le Canadien a bien fait, situation d'urgence. Il y a une rondelle qui est libre. Regardez, geste désespéré de la part de Roy. Par la suite, hors position. Regardez le travail de Carbonneau. La rondelle est bien libre dans le demi-cercle. Ce qu'il va faire en bon vétéran, ça, c'est l'expérience. Garde la rondelle sous son gant. Mais je pense que ça va lui coûter son expérience va lui coûter 2 minutes. Hein. Bien, peut-être qu'on a évité un but. Donc, à certains moments, c'est un choix à faire pour le vétéran. Je comprends. À l'époque, il y avait une certaine réflexion également concernant les joueurs qui s'échappaient. Est-ce que ça valait la peine de le retenir pour que le joueur obtienne en quelque sorte un tir de pénalité ou une pénalité pour éviter un but? Alors, des fois, c'est peut-être une question de mathématiques. Oui, ou des fois de réaction aussi dans le feu de l'action. Écoute, situation d'urgence, qu'est-ce que je fais? Je vais éliminer la menace. Mais, écoute, le Canadien, je suis convaincu qu'il prenne cette pénalité et c'est une bonne pénalité. Mais je regarde la réaction de Guy Carbonneau. Lui est en désaccord avec la décision d'Andy Van Elleman. Et Van Elleman également donne quelques détails, quelques informations à Mike Keane. Peu importe, les Canadiens sont en infériorité numérique là. Alors là, les Nordiques ont une belle occasion de créer l'égalité avec cette supériorité numérique. Et surtout Guy Carbonneau, le meilleur, avec un joueur en moins chez les Canadiens au cachot. Alors en plein centre, mise en jeu entre Muller et Ritchie. Et on va attaquer rapidement avec Sakic qui est utilisé au point d'appui, descend dans le coin. Sakic passe de l'autre côté, c'est pour Mats Sundin. Daigneault, Ritchie. Alors 3 joueurs de centre sur la glace pour les Nordiques avec Ritchie, Sakic et Sundin. C'est Sakic en se retournant vers le disque et le dégagement de Kirk Butter. Une rondelle chez les Nordiques maintenant. On voit tes meilleurs éléments. Du côté des Nordiques, tu n'as pas le choix. Là, ça prend un but et plus rapidement possible pour revenir dans le match. Scott Young va s'avancer. Young, la passe. Au loin pour Sakic. Daigneault qui réagit. Il retourne la rondelle devant. Daigneault a aidé. Autre dégagement. Un peu plus d'1 minute à la pénalité à Guy Carbonneau. Duchesne. Cette passe, la rondelle qui va dévier. Sundin entre dans le territoire. Daigneault étend le bâton. Ça devient une passe pour Odeline. Brunet. Et la rondelle qui va quitter le territoire. Est-ce que Muller va s'échapper? Il est accroché. Et il tombe. Il y aura une pénalité. C'était flagrant, évident. Steve Duchesne est chassé. Oui, exactement. Et on aurait peut-être aimé un tir de pénalité de la part des joueurs du Canadien. Muller s'en allait clairement seul face au gardien de but adverse. Et Andy Van Elleman, c'est une décision facile dans ce cas-ci parce que clairement, en désavantage numérique, l'opportunité était là pour le vétéran joueur de centre du Canadien. Oui, alors à la reprise, l'image que j'ai, c'est la remorque qui s'attache au camion devant et le camion qui tire la remorque. Et l'image que j'ai, c'est, souviens-toi, Mario Lemieux avait marqué des buts avec Raymond Bourque sur son dos de cette façon. C'est vrai. Et écoute, c'était permis dans certaines situations, mais pas quand tu t'en vas en échapper, bien entendu. Non, là, il avait franchi la ligne Steve Duchesne et était venu en quelque sorte annuler l'avantage numérique des Nordiques. On s'est retrouvé à 4 contre 4. Alors, on voit quelques résultats à l'extérieur. Les Sabres, 5-5 en troisième période. Les Sabres qui menaient la série 3-0 face aux Bruins de Boston. C'était l'une, sinon la grande surprise de ce printemps 1993 lorsque les Sabres avaient éliminé les Bruins. Et c'est une bonne nouvelle pour les Nordiques, non pas pour les Nordiques, mais pour les Canadiens. Les Canadiens, plutôt que de se buter aux Bruins au deuxième tour, on avait affronté les Sabres. Parce qu'il faut se souvenir qu'à ce moment de l'histoire, les Canadiens avaient énormément d'ennuis face aux Bruins de Boston en séries éliminatoires.
les Canadiens étaient incapables de battre Boston. C'était Buffalo qui s'en était occupé. Ouais. Et par la suite, les Canadiens avaient battu les Sabres en 4 matchs lors du deuxième tour éliminatoire. Ben, des fois, tu as besoin d'un petit peu d'aide de l'extérieur. Tu dois créer ta propre chance. Mais éventuellement, si tu peux avoir une opportunité de la sorte, alors que les meilleures équipes tombent d'un côté, eh bien, tu vois l'opportunité, c'est encore beaucoup plus motivant pour l'équipe, justement, de voir tout ce qui s'en vient de l'autre côté. Là, en ce moment, les Canadiens et Nordiques le savent, c'est 3-0 pour les Sabres de Buffalo. Alors, tu dis, si on remporte cette série, on affronte les Sabres. Et écoute, c'est un avantage de pouvoir le faire. Peut-être une opportunité qui s'ouvre éventuellement. Et ce que les deux équipes ne savaient pas, et nous non plus également, c'est que au troisième tour éliminatoire, les Islanders s'étaient présentés là face aux Canadiens à la surprise générale. Les Islanders qui avaient éliminé en 7 matchs les Penguins de Pittsburgh, qui étaient vraiment l'équipe favorite pour gagner la Coupe Stanley. Les Penguins tentaient de gagner 3 Coupes Stanley de suite, 91, 92 et 93. Ça ne s'est pas produit. Alors le chemin s'est ouvert pour les Canadiens cette année-là. Et j'ai envie de te dire que les Canadiens ont fait leur chance également pour gagner le précieux trophée en juin 93. Le fameux lancer de David Volek. En match numéro 7 face aux Penguins. Ouais. Et je suis convaincu, en fait, je suis pas convaincu, pour avoir parlé à plusieurs des joueurs des Canadiens qui étaient là en 1993, quand les Islanders ont marqué en prolongation, les joueurs des Canadiens étaient tellement heureux de savoir qu'ils n'avaient pas affronté Mario Lemieux et les Penguins. Alors, c'était la réalité de 1993. Là, ce qui vient de se passer, on a signalé 2 pénalités. Vincent Danfous pour bâton élevé et Stephen Finn également pour bâton élevé. Alors, pour Stephen Finn, c'était une 3e pénalité dans le match. Pour Danfous, lui, il avait marqué plus tôt dans la rencontre. Oui, mais le jeu physique a été présent tout au long de cette série. Ça n'a pas dépassé les bornes. On peut s'attendre à une rivalité canadienne-nordique, beaucoup de bagarres, beaucoup d'intensité. Ça n'a pas été le cas. Ça a été plutôt de bonnes mises en échec. Ça a été des matchs de hockey, comme on voit jusqu'à présent. Des matchs chaudement disputés de part et d'autre. Alors, les Nordiques qui font face à de l'adversité. Les Nordiques qui avaient fait face à de l'adversité lors du premier match. On avait bien réagi en marquant 2 buts. En fin de 3e période dans le match numéro 1. Alors, les Nordiques là, sont en territoire connu à ce moment-ci de la série, avec un but de retard et beaucoup de temps devant eux-mêmes. La rondelle vole dans les airs. On va revenir avec Muller. Mike off ensuite. Dion à la rondelle. Remet derrière. Le disque qui est repoussé à Bellows. Bellows dans le cercle. Il passe à Muller. Il contourne le filet. Muller, la rondelle est dans ses patins. Rondelle à Brisebois. Tire de loin. La rondelle est bloquée. Oh, et Sundin peut s'échapper. Une belle réaction de la part de Brisebois. Desjardins entre. Remet derrière à Muller. Muller, le tir, arrêt et Extall qui tombe, effectue l'arrêt. Muller qui rate une occasion et une autre. Les Canadiens auraient pu faire 4-2. Dion derrière le filet. Dion est derrière. Dion a passé devant. Desjardins, un lancer. Quel arrêt! Sur le dos, Extall vole un but à Éric Desjardins. Perd son bâton, perd son bouclier, réalise l'arrêt tout de même. La rondelle repoussée par Patrick Roy. Alors, Ron Extall vient de s'illustrer à sa façon. L'important, c'est de se mettre devant la rondelle. C'est exactement ce qu'il a fait. Il n'a tout simplement pas vu le geste. Et je vais lui donner le crédit parce qu'il s'est battu jusqu'à la fin. Il ne pouvait pas se déplacer. Il y avait de la circulation devant lui. Il y avait des joueurs. Alors, il y a été le tout pour le tout. Il a réalisé l'arrêt. Et tu te souviens des arrêts de Dominique Hachek? Dominique Hachek était dans la Ligue nationale. Il était avec les Sabres à ce moment-là, en 92-93. Il réalisait des arrêts de la sorte. Mais Extall, c'était peut-être lui il l'a fait en premier avant Dominique Hachek. Alors, avant la pause, je vous disais qu'à une certaine époque, Dominique Hachek était célèbre pour ses arrêts. Mais Extall réalisait des arrêts de la sorte avant Dominique Hachek. Il l'a prouvé dans ce match face aux Canadiens. Oui, et je te dirais la différence. Peut-être que quand Dominique Hachek s'est amené, lui, il a révolutionné le hockey pour certaines situations, alors que sa lecture de jeu était incroyable. C'est lui le premier de mémoire qui lâchait son bâton en tant que gardien de but, son bouclier, pour ramasser la rondelle avec son bouclier, justement, et non garder cette rondelle en vie. Et de la façon dont il réalisait des arrêts, j'avais l'impression qu'il savait à chaque fois, même si ça semblait un arrêt chanceux, il savait à chaque fois ce qu'il faisait. Tout était calculé. Parce que c'est pas un gardien de but qui avait un grand gabarit, mais c'est un gardien de but qui
était capable de répondre à n'importe quelle menace de l'adversaire. Oui, alors on peut mettre dans la même catégorie Ron Hextall et Dominique Hasek pour leur façon de faire, c'est-à-dire pas conventionnelle. Ouais. Ils ont obtenu des résultats complètement différents parce que Dominique Hasek, lui, plus tard dans les années 90, est devenu le meilleur gardien de la Ligue. Les trophées Vizina étaient là pour le prouver en 94, en 95 et en 97. Et Hasek également a été choisi le joueur par excellence de la Ligue nationale de hockey. Alors que Hextall, lui, quand même, c'est bien, il a un trophée Vizina, mais n'a jamais remporté le trophée Hart, ce qu'avait fait Hasek dans les années 90. Non, exactement. Hasek, selon moi, c'est peut-être... il est parmi les meilleurs gardiens de but de l'histoire, ça c'est sûr et certain. Avec les rois brodeurs, il n'y a aucun doute que Hasek est dans les 3 meilleurs, sinon le meilleur. Voici Sakic qui s'avance. Le tir, la rondelle va dévier. Se retrouver vers Kevin Haller qui est... Haller a été frappé au poignet là, par Mike Hoff. Je ne sais pas si vous l'aviez vu comme moi, mais Haller s'est tordu de douleur. Il demeure devant son gardien. Mike Hoff qui va venir saisir la rondelle. Haller qui frappe Hoff. La rondelle qui va glisser de l'autre côté. Lebeau ralentit au Sakic. Et ce sera John Leclerc. La rondelle est poussée dans l'espace libre. Et une rondelle qui se rend au gardien Hextall. Curtis Leschyshyn. Leschyshyn sac au dégagement. Jean-Jacques Daigneault à la rondelle. Il va remettre à Dion. Dion dit ce qui est soulevé. Et Kerry Hoffman qui est saisi. Il a quelques options. Décide de lancer devant. La rondelle a dévié devant le banc des Nordiques. Je pense que la rondelle a frappé le juge de ligne. Hextall à nouveau. Manœuvre. Il manie la rondelle et envoie lui-même sur la rampe. Accélération de Sundin, ralenti par le bâton d'Odoline. Daigneault conserve la rondelle, embêté par son propre joueur. Et Dion passe pour Brunet qui accélère. Brunet, ralenti, attendu par 2 joueurs des Nordiques. Et Adam Foote avec Jesse Bélanger. Bélanger, la passe est devant. Et Claude Lapointe qui saisit, va s'avancer. La passe est pour Sundin. La rondelle était bondissante. Dommage pour les Nordiques. Desjardins envoie contre la rampe. Les Canadiens qui vont emporter des changements. Les Nordiques vont faire la même chose. Un peu plus de 5 minutes à faire à cette 3e période. Les Nordiques à la recherche du but égalisateur. Dégagement. Alors à nouveau les Canadiens qui repoussent les Nordiques dans leur territoire. Dave Carpa plus loin. Ce sera Brisebois. La frappe. Young tentait de saisir. Ce sera Carpa. Carpa s'avance, ralenti par le bâton de Bellows. On envoie du côté gauche, mise en échec de Brisebois. Carpa envoie plus loin. Mike Ritchie ensuite. Ritchie la passe vers l'enclave. Ritchie devant. Et Haller qui saisit. Et du revers, il va dégager. C'est un dégagement qui est refusé. On voyait Mike Ritchie. Ritchie avait des talents défensifs, mais il a quand même été discret depuis le début de cette série lors des 4 premiers matchs pour les Nordiques. Un peu trop, si tu me demandes mon opinion, écoute, c'est un joueur qui aime vraiment le genre de rivalité, qui est capable de jouer du jeu robuste, mais on n'a pas vu grand-chose de sa part. Il avait connu une excellente saison régulière, mais trop discret justement. Il n'avait pas marqué, pour votre information, dans cette série de 1993, Mike Ritchie. Alors là, c'est le dégagement. Oh, la rondelle va quitter le territoire. L'acharnement de Mike Keane a permis aux Canadiens de retourner le disque jusqu'à Duchesne. Duchesne, la passe sur la rampe, la rondelle qui va glisser jusqu'à Sakic. Ramage se retourne. Sakic, court vers le centre. Sakic du revers, ralenti par le bâton de Lebeau. Sakic conserve le disque. Sakic ralenti. Sakic toujours. Quel effort! Le tir, la rondelle dans les airs. Et là, Sakic est parvenu à garder cette rondelle, malgré le fait qu'il a été accroché à quoi? 2 ou 3 reprises. Stéphane Lebeau ne lâche pas. Voici Kovalenko. Dégagement. Desjardins à la rondelle. Desjardins, cette passe est pour Danfous. Danfous, il entre, court vers le centre. Moins de 4 minutes à faire. Les Canadiens veulent créer l'égalité 2-2 dans cette série. La passe, la pointe, le dégagement. Daigneault, il a du temps. Courte remise pour Odoline. Odoline qui joue mollement là. Il veut réparer sa propre erreur, Odoline. Il est bousculé par la pointe. La pointe qui joue bien. Cette passe et la rondelle va quitter le territoire. Sundin, la passe, Kaminski, le tir, arrêt de Roy. Le retour. La pointe qui saisit.
La pointe, voit la rondelle quitter le territoire. Accélération de Dion. Et là, on sent les Nordiques jouer un peu plus de façon désespérée. Oui, un petit peu plus de pression. On sent que le moment est important du côté des Nordiques, alors que le Canadien se défend. On peut dire qu'il se défend bien malgré tout. Ce sera la frappe de foot, le tir de loin. La rondelle est repoussée par le bouclier de Roy. Une rondelle qui va quitter le territoire. En plein centre avec Sundin. Sundin en voie derrière. Adam Foote, la passe est devant. Brisebois. La rondelle qui va glisser. La rondelle devant. Et là, les Nordiques qui tentent de soutirer la rondelle à Brisebois. Ils s'en débarrassent, le disque qui va revenir au centre. Les Canadiens là, empêchent les Nordiques de s'installer. Ozinski était attendu. Roy envoie la rondelle sur la rampe. Leclerc se retourne. Leclerc, deuxième effort, la rondelle qui revient. Jusqu'à Daigneault. Daigneault. Tir revers, simple dégagement. Rien de compliqué dans le jeu des Canadiens là. Et c'est un dégagement qui est refusé. Oui, Leclerc est en furie. Lui, il croit avoir touché la rondelle et le juge de ligne est assez convaincu d'avoir rendu la bonne décision. Oui, exactement. On se bat pour la rondelle jusqu'à la toute fin. Écoute, mentalement, c'est tellement différent quand tu as une avance d'un but avec quelques minutes à faire. Si on compare avec les Nordiques qui, eux, tentent de générer de l'offensive, tentent de créer des choses. Des fois, on va précipiter nos gestes, nos jeux. On va avoir le cœur net vraiment avec cette décision de la part de l'officiel. Est-ce que Leclerc touche à cette rondelle? Est-ce que Extall lui touche? Non. Jusque-là, elle est encore libre. Et c'est Leschyshyn, en effet, qui touche à cette rondelle dans un premier temps. Et ça, c'est une mise en jeu qui serait importante. Zone offensive, tout ce que tu peux aller chercher du côté des Nordiques en fin de match, en fin de rencontre, quand tu tires de l'arrière, écoute, tu vas le prendre, ça c'est sûr et certain. Alors là, Leclerc n'a pas touché à la rondelle. Et tu as bien vu, Patrick. Leschyshyn qui a touché à ce disque. Alors là, les Nordiques vont obtenir ce tir au but. Mais Danfus, sans la rondelle, va remettre à Carbonneau. Carbonneau envoie la rondelle profondément. Danfus avec Sakic. Keane qui est là. Alors des joueurs responsables sur la glace pour les Canadiens. Carbonneau, Keane et Danfus. D'ailleurs, c'est Danfus qui immobilise la rondelle et coule de précieuses secondes. Et finalement, Andy Van Elleman n'a d'autre choix que de siffler et d'arrêter le jeu. Ça, c'est un excellent travail dans un premier temps de Carbonneau. Rondelle en fond de territoire. Par la suite, Danfus, le long de la rampe. Il n'y a pas de presse. Lui, la meilleure chose qu'il peut faire, c'est couler du temps. Et en plus de tout ça, il n'y a pas de problème si on arrête le jeu parce que la mise en jeu se retrouve en zone offensive, loin de la menace. Et c'est ce que tu veux faire pour le Canadien. Puis là, ça va être intéressant de voir quand on va se décider de retirer Ron Extall. Ça avait marché dans le match numéro 1. Oui, ben la décision avait été la bonne. Le moment choisi également avait été le bon moment pour les Nordiques lors du match numéro 1. Jacques Demers, lui, multiplie les directives. Keane, Carbonneau, des hommes de confiance pour Jacques Demers. Mise en jeu remportée par Québec. Leschyshyn vers la rondelle. Brunet travaille bien. Brunet, la passe. Et la rondelle dans l'enclave. Il n'y aura pas de tir. Accélération de Sundin. Sundin, il entre vers le centre. On a jugé qu'on avait devancé Sundin. Là, on va se retenir, se diriger sur la rampe. Et le jeu s'était arrêté. Quand tu as vu Sundin, il a regardé ses Odeline qui étaient là. OK, on va rester tranquille, en effet. Mais écoute, tu es dans le visage de l'adversaire. Dès que les Nordiques s'amènent avec la rondelle, le Canadien ne donne pas la ligne bleue. C'est tous des signes de confiance, des signes que tu forces l'adversaire vraiment à tenter de créer quelque chose offensivement au lieu de craindre ce qui s'en vient et de donner de l'espace, du temps. Ça, c'est la pire chose que tu peux faire, surtout face à une équipe comme les Nordiques de Québec. Une équipe qui patine bien, une équipe, justement, qui veut avoir cette fraction de seconde de plus pour créer un jeu, une opportunité vers le filet adverse. On a aperçu Pierre Pagé. Le regard a été passé vers son gardien de but. Il surveille la situation. Probablement que si on gagne la mise en jeu, il va s'en aller au banc des Nordiques. Oui, Joe Sakic, vous l'avez aperçu au banc, va retrouver son souffle. On va le retrouver sur la glace très prochainement pour la conclusion de cette troisième période. Alors, les Canadiens qui dégagent la rondelle en territoire central. Les Nordiques qui veulent attaquer. On va le faire avec Valérie Kaminski. Et Kaminski, attention, là, Extall vers le banc de son équipe, a perdu l'équilibre. C'est typique, hein? Ouais. Ce sera la pointe. On joue à 6 contre 5, les Nordiques à la recherche du but égalisateur en fin de troisième. Disque libre, dégagement et la rondelle demeure en territoire de Montréal. Non! Le juge de ligne qui était derrière Leschyshyn
a jugé que la rondelle avait quitté le territoire. Oui, des juges de ligne d'expérience. À première vue, je suis d'accord avec toi. La rondelle, elle doit complètement sortir du territoire, c'est ce qu'il faut mentionner. C'était très près, ça c'est sûr et certain. Regardez Ron Extall, lui, dans toute sa beauté. Oups! Ben moi, j'appelle ça du folklore. Oui, oui. Comme il est capable de le faire, et je pense qu'il a voulu changer de direction à un certain moment, et là, ça ne s'est pas bien passé pour lui par la suite. Et revoyons la séquence. Est-ce que le juge de ligne a rendu la bonne décision? Oh, il était devant, là. Alors, il faut s'en remettre à son jugement. Ouais. C'était le mieux placé. Exactement. Et écoute, difficile de blâmer Extall jusqu'à présent dans ce genre de match. Le Canadien est parvenu à marquer sur des retours de lancer. Un bon match encore une fois. Deux gardiens qui ont été très solides. Dans la dernière minute de la troisième période, Ritchie lance la rondelle dans les airs. Bien joué de la part de Desjardins, il va dégager. Et là, la rondelle est en plein centre. Martin Ruzinski retourne la rondelle chez les Canadiens. Roy va laisser pour Desjardins. Autre tentative de dégagement, c'est fait de la part de Desjardins. Le seul problème, c'est que ce sera refusé. 36 secondes, 5/10. Oui, mais écoute, quand tu avances d'un but, tu ne prends pas de chance. L'opportunité est là, tu dégages le territoire. Sur la patinoire, tu as Carbonneau, tu as Muller et tu as Mike King qui sont là en ce moment. Donc pour les mises en jeu, je pense que le Canadien, en principe, devrait avoir l'avantage. C'est toujours des situations qui... Imagine être entraîneur à ce moment-ci d'une rencontre, d'un côté comme de l'autre. Le stress s'empare du moment, c'est sûr et certain. Et pour les deux entraîneurs-chefs également, au cœur de cette série canadien-nordique, la province ne vivait que pour cette série en avril 1993. Alors tout le monde se lève. Voici la fin de cette troisième période. Carbonneau prend la mise en jeu pour Montréal. Il sera opposé à Claude Lapointe. Une confrontation que l'on voit régulièrement depuis le début de la série. Et le 10 qui quitte le territoire. Alors un jeu favorable pour les Canadiens, surtout que c'est un dégagement qui n'est pas refusé. 26 secondes à faire. La passe, c'est reçu. On tente d'entrer dans le territoire des Canadiens. On travaille le long de la rampe. Sonny le remet devant. Beau jeu de la part de Carbonneau. Il plonge. La rondelle est libre. On tente la passe. Carbonneau qui joue bien. Sakic qui remet de l'autre côté. Disque libre. Desjardins va s'avancer. 8 secondes à faire. Il franchit la ligne rouge en bas devant. Et le 10 qui va rater le filet. Mike Keane écoule les dernières secondes. Les Canadiens tiennent le coup et créent l'égalité dans cette série. Et ça, c'est important de le mentionner. Match numéro 1, on laisse filer une avance en fin de rencontre. Et par la suite, on a eu de la difficulté à s'en remettre de la part des Canadiens. Là, tu remportes un match en prolongation dans le match numéro 3 à la maison. Tu parviens à prendre les devants au début de troisième. Ça a été vraiment la clé. Le but de Benoît Brunez, le but qui va s'avérer le but gagnant. Et par la suite, on est en mesure de fermer la porte, de ne pas donner grand-chose à l'adversaire. Merci beaucoup, Patrick. On vous retrouve pour le match numéro 5.